On est très content de vous retrouver pour ce dernier temps d'échange de l'année sur des sujets voilà, divers et variés. Donc aujourd'hui, on va aborder le projet de promotion de la vaccination antigrippale qui se développe là au niveau régional. Et donc, c'est notre médecin chargé de mission qui vous en parlera. Après, je vous parlerai un petit peu du certibiocide. Alors, je ne vais pas vous relire le document officiel. Je vais juste expliquer dans quelle démarche a été inscrit ce texte, parce que je pense qu'en fait, vous ne le savez pas. Et j'ai cette information. Après, Fabienne, cadre hygiéniste au CEPIAS, fera un petit bilan des formations précautions standards en femmes masse. Je reprendrai la parole pour vous parler un petit peu de la transition écologique en santé, hein, une thématique tout à fait d'actualité. Ensuite, nous passerons la parole à Monsieur Julou, responsable du pôle environnement extérieur à la DD du Morbihan de mémoire à l'ARS Bretagne, qui nous parlera de cet arrêté sur la réutilisation des eaux impropres à la consommation humaine. On fera un petit point d'étape Cap-Bresgant et puis ensuite on aura un retour sur les missions d'une IDE hygiéniste en secteur EHPAD. Alors c'est pas Madame Bluteau qui interviendra, elle est malheureusement pas disponible, donc c'est quelqu'un du CEPIAS qui vous fera un retour sur cet aspect-là. Et puis évidemment on discutera si vous avez des points de discussion et on répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. On a quelqu'un qui regarde régulièrement le chat. Voilà, donc sur ce, je vais passer la parole au docteur Lilian Alix, qui donc va vous parler de ce projet de promotion de la vaccination antigrippale chez les professionnels de santé, je précise. Bonjour. Donc du coup, bonjour à tous et à toutes et tous. Moi, je suis docteur Lilian Alix, je suis praticien hospitalier en médecine interne au CHU de Rennes et également chargé de mission au CEPIAS Bretagne concernant notamment la vaccination grippe. Donc je vais vous parler de la promotion de la vaccination antigrippale en ESMS. Euh, voilà. On va d'abord faire un petit état des lieux, des données probablement que vous connaissez tous. Je vais passer assez vite des données épidémiologiques qui sont tirées de Santé publique France, donc qui datent de l'an dernier. Donc la couverture vaccinale grippe, l'an dernier, comme chaque année d'ailleurs, était globalement bonne, voire très bonne pour les résidents, hein. En SMS, vous voyez qu'on est à 80%, 83% des résidents vaccinés en EHPAD, 65% pour les EHPA, 70% pour les EHPH et les autres établissements ESMS, c'est par contre moins bon, mais souvent notamment du fait d'une rotation plus rapide, hein, des gens qui restent moins longtemps, on était à 31%. Donc voilà, globalement, les résidents, c'est très bon, mais par contre, la couverture vaccinale des professionnels, elle, est mauvaise, voire très mauvaise, hein, avec un taux de 22% en EHPAD, et c'est pas beaucoup mieux, voire moins bien pour les autres ESMS. Des données que vous connaissez déjà, globalement, qui se vaccine selon par catégorie de professionnels dans les EHPAD. Donc ça, c'est aussi des données de Santé publique France. Donc vous voyez que les meilleurs élèves, entre guillemets, ce sont les médecins et les pharmaciens avec 60% de vaccinés. Mais bon, c'est pas encore même pas les objectifs nationaux qui sont de 70%. Les infirmiers ensuite 35%, et puis les autres professionnels, aides-soignants, autres paramédicaux, etc. Et donc on arrive, tout professionnel de santé confondu, à 22,4%. Globalement, ça a tendance à diminuer au fil des années. Vous voyez en 2007-2008, dans l'encadré rouge à gauche, on était à 36% de professionnels vaccinés dans les EHPAD. Et puis après le Covid, il y avait un petit rebond, on était à 27, enfin 30%, puis 27%, et puis petit à petit, ça diminue, et maintenant on n'est plus qu'à 22%. Donc chaque année, euh, les professionnels se vaccinent de moins en moins bien, sont de moins en moins nombreux à se faire vacciner. Et parmi les actions qui sont mises en place dans les EHPAD, globalement, donc ça c'était l'an dernier, hein, à nouveau, vous voyez que 90% des EHPAD organisent des séances de vaccination, enfin, organisent la vaccination en tout cas de manière générale pour les professionnels dans leur service. Ensuite, 80% d'entre eux mettaient en place des campagnes d'affichage. Et puis après, voilà, il y avait d'autres actions qui étaient mises en place, information sur la grippe, engagement de l'équipe de direction, information sur les vaccins, des séances collectives d'information. Et puis tout en bas de la liste, vous voyez 8% des EHPAD qui mettaient en place des séances individuelles d'information et 8% également des supports vidéo, des jeux et des serious games. Donc pareil, on met en évidence un déclin un petit peu au fur et à mesure des années, des actions qui sont mises en place dans les EHPAD, hein. Vous voyez, donc là c'est action par action, les petites barres. Donc vous avez en jaune 2007-2008, et puis après, je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas ma souris, mais
En rose, vous avez l'année 2018-2019, et puis après, voilà, chaque année, en bleu foncé, c'est l'année dernière, 2023-2024. Vous voyez que, à part à gauche, tout à gauche, la vaccination gratuite dans les établissements qui est globalement stable, donc 90% des EHPAD qui mettent en place cette mesure de vaccination gratuite. Sinon, globalement, d'année en année, les EHPAD mettent en place un petit peu moins d'actions en faveur de la promotion de la vaccination. Vous voyez, les campagnes d'affichage ont tendance un petit peu à diminuer. Et aussi de manière importante, hein, vous voyez, la troisième colonne, c'est le soutien de l'équipe de direction de la campagne de vaccination grippe. Vous voyez qu'on était à 90% dans les années 2018-2019 et on n'est plus maintenant qu'autour de 50%. Ah bah, Donc globalement, voilà, il y a de moins en moins de professionnels dans les EHPAD qui sont vaccinés, de moins en moins d'actions qui sont mises en place, donc c'est pas très bon. Et pourtant, la grippe, c'est quand même 1 million de consultations en médecine de ville, hein, chaque année, 50 000 passages aux urgences, 20 000 hospitalisations et 9 000 décès par an. Et parmi ces décès, 90% surviennent chez les plus de 65 ans. Donc voilà, ça touche les décès, c'est principalement les patients âgés, les patients fragiles, hein, qu'on retrouve dans les ESMS notamment. Il faut savoir, c'est un chiffre qui n'est pas forcément bien connu, qu'environ une grippe sur six est nosocomiale. Donc c'est quand même beaucoup, hein. Ça veut dire qu'une grippe sur six a été transmise par un soignant ou attrapée en tout cas dans un cadre de soins ou dans un EHPAD. Donc il y a un rôle majeur des personnes asymptomatiques. C'est quelque chose qui n'est pas forcément bien connu aussi non plus, mais il faut savoir que 50% des soignants qui ont une grippe, en moyenne, n'ont pas de fièvre. Donc c'est quelque chose aussi on peut se dire, bah voilà, bah, si j'ai la grippe, j'ai de la fièvre, j'ai des symptômes, bon, je m'arrête, voilà, je vais pas la transmettre. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont juste un peu fatiguées, voilà, qui se disent, bon, bah allez, tiens, je suis un peu moins bien aujourd'hui, bon, bah voilà, je vais quand même au travail. Je fais pas forcément attention, je mets pas forcément de masque, et puis bah, en fait, ils ont la grippe et ils la transmettent à leurs résidents. Donc ça, c'est voilà, d'où l'intérêt aussi de se faire vacciner et aussi et surtout de respecter les autres mesures barrières, notamment le port du masque et le lavage des mains, qui sont très importants, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de symptômes en fait quand on a la grippe. Il y a une grande variabilité selon les années, hein. On peut avoir des années où il y a des épidémies de grippe qui sont très importantes et d'autres beaucoup moins. On voit bien sûr, quand il y a eu le Covid, on respectait très bien les mesures barrières, le port du masque, la distanciation, etc. Il y a eu aussi beaucoup moins de grippe cette année-là. Et puis, je voudrais aussi faire un petit focus au-delà de l'impact infectieux, la mortalité, les séjours en réanimation, les décès, etc. Il y a aussi un impact non infectieux de la grippe qui est un peu moins connu, donc je trouvais que c'était intéressant d'en dire quelques mots. Il y a un risque d'infarctus notamment qui est multiplié par 10 les premiers jours après avoir eu la grippe, un risque d'AVC qui est multiplié par 5 le premier mois. Et aussi important et qui concerne aussi beaucoup les EHPAD, il faut savoir qu'environ un tiers des patients qui ont eu la grippe perdent en indépendance fonctionnelle dans les 3 mois à venir, au cours des 3 premiers mois, et ne récupèrent pas forcément ensuite cette perte d'autonomie qu'ils ont eue. Donc ça peut être des patients qui s'habillaient tout seuls, qui se lavaient tout seuls, ou en tout cas partiellement, bah, qui n'arrivent plus à le faire dans les suites de la grippe. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important à savoir. La vaccination, bien sûr, il y a un intérêt individuel, hein. On a moins de chances d'être contaminé quand on a la grippe, d'accord. on a moins de complications également, mais aussi et surtout un impact, un intérêt collectif avec une immunité collective, également un impact majeur sur le système de soins, hein. Vous voyez, un impact économique qui est très fort, hein. On estime, alors c'est très compliqué d'avoir un impact précis du coût de la grippe dans notre système de soins, mais on serait probablement autour de 300 à 500 millions d'euros, donc un demi-milliard, hein, quand même, chaque année. Donc, avec les hospitalisations en réa, les consommations de soins, etc. Donc, vous voyez qu'il y a un vrai, vrai impact aussi médico-économique qui a encore plus de sens en ce moment avec les mesures de réduction des coûts qu'on entend. Et puis, bah, bien sûr, une désorganisation des services, hein, c'est aussi des arrêts de travail notamment et des organisations potentielles des soins. Donc, un vrai impact de la grippe, infectieux, non infectieux, mais aussi plus global sur le système de soins. Un petit focus maintenant sur les motivations et les freins de la vaccination antigrippale pour les soignants. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée dans le Finistère en 2021 auprès de 3 EHPAD avec 270 répondants. Et globalement, dans les motivations pour les professionnels de santé des EHPAD de se faire vacciner, c'était voilà, se protéger soi, protéger les résidents et protéger l'entourage. C'était vraiment les motivations principales qui ressortaient. Vous voyez, à 70 et 60%. Et dans les freins, il y avait la peur d'avoir des effets secondaires qui étaient de 42% et un doute sur l'efficacité du vaccin, pareil, autour de 40%. Et puis après, voilà, je n'ai jamais attrapé la grippe, je ne me sens pas concerné. Et vous voyez que finalement, les personnes vraiment opposées à la vaccination, entre guillemets, les anti-vax, bah, finalement, c'est que 9% des gens. Donc, c'est pas du tout la majorité, en fait.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'améliorer la situation? Donc, il y a un groupe de travail en Bretagne là, qui a été mis en place et piloté par l'ARS. Les objectifs, c'est de renforcer la vaccination de l'ensemble des professionnels, hein, pas que ceux qui sont au contact des patients, mais vraiment de tous les professionnels qui travaillent en établissement de santé et en établissements médico-sociaux, avec un ciblage particulier plus précis sur les virus saisonniers, donc la grippe et le Covid notamment. Et l'objectif, c'est d'atteindre 50% de couverture vaccinale en 2028. Alors, enfin, vous savez que l'objectif, c'est 70% au niveau national, mais là, déjà, si on arrive à 50%, ce sera déjà très bien, parce qu'on est là à 22%, comme je vous disais au début, donc il y a encore de la route à faire. Donc, c'est un groupe de travail qui est pluriprofessionnel, avec un plan d'action qui est pluriannuel, donc il va y avoir des choses qui vont être déroulées sur plusieurs années. Donc, on va parler déjà de ce qu'on a proposé cette année, puis ensuite de ce qu'on pourra proposer les années suivantes. Et les trois axes, c'est donc promouvoir et sensibiliser à la vaccination. Et il y a un axe aussi de formation, bien sûr, hein, des professionnels et de renforcer l'accès à la vaccination, que l'accès au vaccin soit facile et gratuit notamment. Donc cette année, ce qui a été proposé, vous avez peut-être vu passer cet appel à candidature qui a été donc diffusé à tous les EHPAD de la Bretagne. L'objectif, c'était de mettre en place un projet pilote pour renforcer la vaccination contre la grippe des professionnels de santé en EHPAD. Et donc, en fait, sous réserve que la structure arrive à augmenter d'au moins 20% sa couverture vaccinale grippe par rapport à l'année précédente, donc si vous étiez à 20%, bah, si vous arrivez à atteindre 40%, l'ARS propose le financement d'une action qui était à choisir parmi les quatre suivantes, soit le coût du vaccin qui est payé par la structure et remboursé par l'ARS, soit l'ARS finance un temps dédié infirmier pour la vaccination, soit il y a des bons d'achat qui sont proposés à tout le personnel de l'EHPAD, qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés, ou alors on pouvait proposer également de financer une action en faveur des résidents, voilà, qui était aussi remboursée, entre guillemets, financée par l'ARS. Donc il y a eu 30 candidatures, il y a 20 personnes a priori qui seront retenues, et les notifications normalement ont eu lieu hier, donc je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles, mais en tout cas, si ce n'est pas été hier ou aujourd'hui, ça le sera au courant de semaine, très probablement. Il y a eu également la constitution d'un kit de communication avec des affiches qu'on va détailler un petit peu après, un vrai faux concernant les idées reçues sur la grippe, une page de jeu. Et tout ça a été mis en ligne sur le site du CEPIAS et de l'ARS Bretagne. Donc vous pouvez retrouver ça facilement. Je vous ai mis les liens. Mais sinon, vous tapez CEPIAS Bretagne grippe sur Google, vous allez retrouver ça tout de suite. Et donc, on vous propose plusieurs choses dans ce kit de communication. Déjà des affiches qui sont assez originales, avec une communication un peu humoristique, un petit peu décalée. Voilà, l'idée, c'était un peu de communiquer de manière originale, humoristique, donc avec des affiches qui sont très bien faites. Là, je vous ai mis un petit échantillon. Vous pouvez les télécharger et les diffuser sans modération dans vos structures. Également un quiz avec des phrases à trous et des mots fléchés. Donc là, c'est pareil pour jouer sur un aspect un petit peu ludique. Et les réponses, bien sûr, sont derrière. Et également un vrai faux avec voilà, 14 idées reçues sur le virus de la grippe et son vaccin. Je voudrais notamment là, parler rapidement des femmes enceintes. Vous voyez en bas à gauche, vous avez un petit mot sur les femmes enceintes. Donc non, il n'y a pas de contre-indication au vaccin pour la grippe pour les femmes enceintes. Et oui, il est recommandé pour les femmes enceintes de se faire vacciner. Déjà pour elles-mêmes, parce que les femmes enceintes, comme vous le savez, ont une immunité qui est un petit peu diminuée. Donc elles peuvent avoir des formes plus graves de la grippe, notamment des complications respiratoires ou cardiaques, pour elles-mêmes et aussi pour leur bébé, parce que avoir la grippe, ça peut aussi augmenter le risque de fausse couche ou de prématurité. Donc il n'y a pas de contre-indication à se faire vacciner pour la grippe pour les femmes enceintes. Et oui, au contraire, il est recommandé qu'elles se fassent vacciner pour les protéger elles-mêmes et protéger leur bébé. Voilà. Puis après, il y a d'autres, voilà, il y a le vaccin, il y a un petit mot sur l'homéopathie, etc. Je ne vais pas avoir le temps de détailler là. Vous pourrez regarder tranquillement, mais et pareil, le diffuser aussi auprès de vos équipes, c'est important. Mais voilà, je voulais dire un petit mot spécifique sur la femme enceinte parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Et donc ensuite, après, pour les années suivantes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais vous parler un petit peu des nudges. Donc les nudges, c'est quoi? Traduction un peu littérale, c'est un coup de pouce. C'est un concept qui est issu des sciences comportementales. Et donc l'objectif, c'est d'inciter à un changement de comportement, mais sans obligation, en laissant les personnes libres de leur choix. C'est basé globalement sur la simplicité qu'on va essayer intuitivement de prendre les chemins qui nous paraissent les plus simples et les solutions qui nous paraissent les plus simples. Donc un exemple un peu trivial, voilà, vous devez aller d'un point A à un point B.
quelle route vous allez prendre entre la route de gauche, qui est voilà, une petite route un petit peu de montagne, mais quand même assez droite, et puis le chemin B, qui est beaucoup plus sinueux. Bah, naturellement, vous allez me dire, bah, voilà, le chemin A, il est plus simple, je vais prendre le chemin A. Mais si on a envie de prendre plutôt le chemin B, bah, on va essayer de simplifier les choses. Et là, je vous ai mis la route 66 aux États-Unis. Vous voyez, c'est tout droit, c'est facile. Intuitivement, on va avoir envie plutôt cette fois-ci de prendre le chemin B et de délaisser le chemin A. Alors après, bon, on peut rentrer sur les débats de si on aime un peu la verdure ou pas, mais en tout cas, voilà, naturellement, on va choisir les options qui nous paraissent les plus simples. Donc, c'est un petit peu l'idée, là, c'est de simplifier au maximum les choses pour que les gens prennent un chemin un peu différent de celui qu'ils prenaient d'habitude. Donc, il y a d'autres des nudges qui sont possibles, notamment il y a la stratégie du choix par défaut, donc je vais détailler juste un petit peu après. Ça peut être aussi des rappels réguliers, des SMS, des mails, sur des fonds d'écran, des économiseurs d'écran, etc. Et puis d'utiliser une communication qui est simple et qui est visuelle. Donc la stratégie du choix par défaut, c'est quoi? C'est par exemple bah, un truc qu'on fait tous en fait, c'est le don d'organes. On est tous donneurs par défaut. En fait, après, si on refuse, on peut s'inscrire sur un registre national de refus, etc. Mais par défaut, on est tous considérés donneurs. Et ben là, l'idée, c'est de faire la même chose, mais avec la vaccination. C'est que par défaut, tous les professionnels sont présumés être d'accord pour se faire vacciner pour la grippe. Du coup, ça pourrait être par exemple d'attribuer pour tout le monde un créneau de vaccination dans la structure. Et ce créneau est utilisé soit pour vacciner, soit en cas de refus, ça peut être le moment de faire un entretien avec le professionnel pour voir pourquoi est-ce qu'il ne veut pas se faire vacciner et de lui faire signer une déclaration de refus dans laquelle il est invité à motiver son choix. Et donc ça, c'est aussi une autre façon, c'est soit on simplifie le chemin en faisant voilà, la vaccination par défaut, mais ça peut être aussi, là, on combine aussi en mettant un obstacle à la non-vaccination, c'est-à-dire que bah, finalement, se faire vacciner, on n'a pas besoin de remplir le formulaire, etc. On arrive, on se fait vacciner tout de suite, et voilà, il n'y a pas l'entretien, il n'y a pas le formulaire à signer, etc. Ça peut être, on met en fait un obstacle à la non-vaccination pour que ça devienne plus simple de se faire vacciner que de ne pas se faire vacciner. C'est un petit peu l'idée. Voilà, ça a été étudié pas mal et ça marche bien. Cette stratégie du choix par défaut, je vous ai mis là une petite étude qui a été faite, bon, il y a maintenant enfin, une bonne quinzaine d'années aux États-Unis. Vous voyez voilà, il y a eu dans des hôpitaux, un centre de rééducation, une faculté, un bâtiment administratif. Donc il y avait à peu près 10 000 personnes. Et avec cette stratégie du choix par défaut, ils ont augmenté leur taux de vaccination de 23%. Donc ils sont passés de 43 à 66% d'une année sur l'autre. Donc vous voyez que ça a été quand même très efficace. Une autre idée toute bête, c'est les rappels. Donc ça peut être des rappels donc par SMS, ça peut être par mail, ça peut être sur le journal interne, ça peut être des fonds d'écran, ça peut être des économiseurs d'écran qui disent ah est-ce que vous êtes fait vacciner, n'oubliez pas, etc. Donc là je vous ai mis un petit exemple tout bête hein, aux États-Unis, ça a été fait en 2020 là sur une énorme étude avec 700 000 patients dans un gros réseau de pharmacies aux États-Unis où en fait ils utilisaient juste des rappels par SMS. Donc, alors, ils ont testé plusieurs techniques. On envoie un SMS ou alors deux SMS à tant de jours d'intervalle, etc. Et en moyenne, le fait de faire des rappels, donc ils avaient un groupe contrôle, donc là, ils faisaient aucun rappel, rien du tout, une stratégie habituelle. Ils étaient à 29% de vaccination. Et quand ils utilisaient des rappels, ils étaient à 9% en moyenne, quasiment 10% supplémentaires. Voilà. Et je vous ai mis un petit exemple de SMS, là, qui était la stratégie entre guillemets la plus efficace. C'est un SMS le premier jour qui vous dit, voilà, bonjour John, vous savez, c'est la vaccination, enfin c'est la saison de la grippe. Vous pouvez vous faire vacciner dans notre pharmacie. On va vous envoyer un petit rappel dans 3 jours pour vous le rappeler. Et puis 3 jours après, autre petit SMS. Bonjour John, voilà, votre vaccin vous attend. Donc il y avait aussi ce côté un petit peu, c'est votre vaccin, il vous attend à votre pharmacie. Et voilà, point barre. Et ça, c'était la stratégie qui a le mieux marché parmi toutes celles qu'ils ont étudiées. Et ils étaient à plus 12% de taux de vaccination. Donc vous voyez, juste en envoyant 2 SMS, on prend un plus 12% de couverture vaccinale. Donc finalement, c'est aussi des choses qui sont intéressantes et qui pourraient être pourquoi pas développées chez nous aussi. Et un petit mot pour finir sur la communication visuelle. L'idée, c'est, voilà, en fait, on ne comprend pas toujours, on est professionnel de santé, mais on a parfois du mal à communiquer sur des concepts médicaux, des concepts scientifiques. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une communication qui soit très graphique, très simple, pour qu'en un coup d'œil, on puisse comprendre le message, en fait, sans faire des choses compliquées. Donc là, je vous ai mis un exemple, alors qui vaut ce qui vaut, hein, mais plutôt que de dire le R0, qui est le taux de reproduction de base de la rougeole, il est très élevé, il est d'environ 12, c'est-à-dire Ouais, qu'une mais elle est là. malade contamine 12 Elle est là. personnes.
j'ai pas réussi là-bas. La rougeole donc, est une maladie très contagieuse. Plutôt que de dire ça, et ben, en fait, on met juste un petit schéma en disant, bah voilà, vous voyez à gauche, c'est la personne qui est malade, et ben hop, elle va vacciner 12, elle va contaminer 12 personnes. Donc là, on voit bien visuellement un peu de ce que ça veut dire qu'un R0 à 12, et ça peut être assez simple et plus facile à expliquer d'expliquer vraiment ce que c'est que le R0. Donc voilà, bon, c'est un exemple qui vaut ce qui vaut, mais c'est cette idée en fait de communiquer vraiment de manière très simple et très visuelle. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la couverture vaccinale grippe des professionnels, elle est insuffisante hein, dans les ESMS. Il y a un vrai bénéfice individuel, un vrai bénéfice collectif et un vrai bénéfice pour la société à se faire vacciner. Pensez aussi à nos résidents, à la perte d'autonomie que ça peut engendrer chez eux d'attraper la grippe. Les grippes nosocomiales, c'est 1 sur 6, donc c'est quand même beaucoup. C'est pas négligeable. Et ne pas oublier aussi les mesures barrières, le port du masque. Il y a beaucoup de porteurs asymptomatiques, des soignants asymptomatiques qui ont la grippe, qui peuvent quand même du coup la transmettre à leurs résidents. Donc ne pas oublier le masque et la solution hydroalcoolique. Et puis bah, comment améliorer les choses? Bien sûr, mettre à disposition le vaccin facilement, ça c'est quand même la base. Il faut que le vaccin soit gratuit, il faut qu'il soit accessible, il faut que les professionnels de nuit puissent se faire vacciner facilement. Il faut sensibiliser les professionnels avec une communication, il faut répéter chaque année parce que les professionnels peuvent changer. Et l'idée c'est d'instaurer vraiment une culture de la vaccination, que ça devienne un réflexe. Mais ça ne suffit pas, toujours. Je vous ai mis là, alors je vais pas pouvoir le détailler, mais il y a une étude VaxEPAD qui a été faite en Normandie en 2015, donc où ils ont étudié, ils ont pris 30 EHPAD, ils ont pris 15 EHPAD dans lesquels ils ont fait une intervention avec une vraie campagne de communication, le vaccin gratuit, accessible, etc. Une vraie campagne de communication, un engagement de la direction, etc. Et puis 15 EHPAD où ils ont dit, vous faites comme d'habitude. Et en fait, ils ont comparé l'impact de cette campagne de vaccination versus la stratégie habituelle. Et en fait, ils n'ont pas montré d'amélioration de la couverture vaccinale chez les soignants, mais ils ont montré une petite amélioration de plus 5% environ chez les non-soignants, paradoxalement. Donc c'est plutôt les non-soignants qui ont été impactés, mais vous voyez, les soignants n'ont pas, ça n'a pas amélioré la couverture vaccinale des soignants. Alors qu'avec d'autres stratégies issues des sciences comportementales, dans les notes dont je vous ai parlé, vous voyez, on arrive à avoir des plus 20%, plus 10%, juste avec des trucs tout bêtes, un SMS, par exemple, ça peut nettement améliorer les choses. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, je reprends la main. Donc moi, je vais vous parler faire un petit point sur le certibiocide, surtout l'esprit du certibiocide. Bon, super. Donc je vais vous faire un bref point de positionnement du certibiocide la mouvance actuelle, hein. Alors j'y ai marqué J-28, ben oui, on est normalement à 28 jours avant la mise en application officielle du certibiocide. Donc, comment ce texte il est arrivé? En fait, il s'inscrit dans le plan national santé-environnement, donc le PNSE 4, qui a été approuvé en 2021 et qui va donc s'étirer jusqu'en 2025. À savoir que toutes les itérations de ce plan national ont été inscrites dans le Code de la santé publique. C'est un plan qui est issu d'un copilotage entre le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de la Transition écologique. Et dans l'idée du PNSE 4, on retrouve bien évidemment des tas d'actions hein, qui vont toucher différentes thématiques, mais notamment une action qui a été inscrite, qui est le fait de favoriser les produits biocides qui ont les caractéristiques les plus favorables pour l'environnement, pour la santé humaine et pour la santé animale. Donc, ils ont demandé, les deux ministères ont demandé donc aux conférences des associations de protection de l'environnement, de fédérations professionnelles qui ont participé à l'élaboration de ce plan de proposer 10 fiches actions qui ont donc été rédigées et proposées en 2020. Et j'en ai retenu 4 qui sont vraiment intéressantes, hein, dans lesquelles s'inscrit effectivement ce certibiocide. La première, c'était informer le grand public sur l'usage des produits utilisés pour l'entretien ménager. En fait, l'objectif, c'est voilà, de lutter contre les effets marketing qui se sont amplifiés avec la crise sanitaire qui nous invite à, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la publicité, à tout désinfecter, notre vaisselle, notre linge, nos surfaces, dans l'objectif effectivement de réduire l'utilisation des désinfectants en usage ménager, hormis situation où on peut les utiliser, parce que finalement, ils n'ont rien à faire du tout chez nous. Et puis surtout, l'augmentation de ces produits, notamment pendant la crise sanitaire, a été associée à une augmentation significative des accidents domestiques liés à un mésusage de ces produits. Et donc, effectivement, en luttant contre leur utilisation, on va dire, mauvaise utilisation, on lutte aussi contre ces accidents domestiques parfois gravissimes.
La deuxième fiche action, elle parlait et elle proposait de substituer donc les détergents biosourcés à ceux issus de la pétrochimie. Je rappelle que tous les détergents que nous achetons et que nous utilisons proviennent du pétrole dans la très grande majorité des cas et que l'objectif c'est donc d'avoir des détergents qui viennent effectivement de l'agroalimentaire, c'est-à-dire qui viennent de sources naturelles qui sont totalement biodégradables et qui en plus sont, voilà, sont permanentes. Donc issus par exemple du maïs ou de la culture d'autres éléments. La troisième fiche action intéressante, c'était dépister et réduire les intrants biocides interdits dans les milieux récepteurs. Vous savez qu'il y a des contrôles réguliers qui sont faits sur les eaux usées et qu'il y a parfois des gens qui vont gentiment balancer des choses qui sont interdites dans ces eaux usées. Et donc le groupe avait prévu éventuellement même d'être un peu coercitif en introduisant comment dire, des sanctions financières sur les gens qui effectivement balanceraient les produits interdits dans les réseaux d'eau. Alors c'est une mesure qui n'a pas été retenue, probablement parce que je pense qu'on a eu beaucoup de collectivités locales qui auraient été en grande difficulté sur cet aspect. Donc cette fiche n'a pas été retenue. La fiche suivante, alors c'est celle qui concerne le certibiocide, eh bien, c'était maîtriser l'usage des désinfectants dans certains établissements recevant du public. Et donc, d'emblée, les fédérations et les associations avaient dans l'idée de modifier l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 2013, qui avait introduit donc le certibiocide pour un certain nombre de produits, pour inclure des nouvelles catégories de biocides, notamment les catégories TP2, TP3, TP4, qui sont ces produits biocides utilisés d'usage courant pour nous, ou en cuisine, ou pour tout ce qui est chez l'animal. Et donc, dans cette fiche, on voyait donc la nomination d'un responsable certibiocide, en fait, dans l'idée d'une personne compétente biocide sur le même principe que la personne compétente en radioprotection, c'est-à-dire avec des missions, pas que l'obtention d'un numéro. Donc cette personne serait certifiée biocide parce qu'aurait passé une formation effectivement pour comprendre comment fonctionne un biocide, dans quelle mesure il peut poser des difficultés, mais elle aurait aussi comme mission de veiller à l'application de la réglementation et puis d'assurer une vigilance ascendante et descendante sur les impacts sanitaires et environnementaux des biocides. Et effectivement, l'objectif là-dedans, c'était d'encadrer l'usage professionnel des biocides. Alors, il faut savoir que dans le PNSE 4, vous avez 34 occurrences d'humobiocides qui apparaissent, hein, que vous retrouvez, ce qui est effectivement pas anodin. Donc ça, c'était l'esprit de la fiche. Alors, vous avez l'esprit dans lequel ça a été écrit, puis vous avez la façon dont ça a été réellement écrit, et on voit bien qu'effectivement, bah, on y a un petit décalage. Déjà, il n'était pas forcément évident pour les fédérations qu'on allait imposer ça aux structures aussi rapidement. Ils avaient envisagé plutôt une mise en application progressive, en commençant par les structures dans les ERP dans lesquelles c'était plus facile à mettre en œuvre, et en s'attaquant secondairement aux ERP où c'était plus compliqué. Et puis finalement, ça n'a pas du tout été fait comme ça, hein. Donc on a eu effectivement une évolution du certibiocide avec l'introduction des TP2, TP3, TP4 dans les nouveaux produits couverts par le certibiocide, une mise en conformité obligatoire au 1er janvier 2025, donc sur une personne physique et pas une personne morale, hein. Donc c'est bien une personne physique qui a le certibiocide et pas une structure. Sur les produits destinés exclusivement aux professionnels, à l'exclusion des produits grand public. Donc, si vous arrivez à montrer que votre produit n'est jamais qu'équivalent à un produit grand public dans sa composition et dans sa composition à la fois qualitative et quantitative, eh bien, vous n'êtes pas tenu à avoir le certibiocide. Et le certibiocide s'adresse donc aux décideurs, c'est-à-dire les gens qui vont remplir une ou plusieurs de ces actions que vous voyez en dessous, à savoir ils choisissent les produits et où ils définissent les protocoles d'utilisation et où ils valident les propositions de prestations et cahiers des charges si jamais les prestations sont sous-traitées. Ils sensibilisent les opérateurs aux bonnes pratiques et c'est eux qui donnent la consigne ou pas de réalisation des opérations de désinfection. Donc la formation Certibiocide, c'est une formation de 7 heures, en présentiel ou en distanciel, dont les coûts doivent être supportés par l'employeur,
qui est valide 5 ans. Et effectivement, il y a des dérogations à la nécessité d'avoir le certibiocide, notamment sur les processus qui n'exposent pas des populations non averties à des risques. Donc, dès qu'en fait le produit est utilisé en milieu clos où il n'y a que des professionnels, notamment les cuisines, par exemple, eh bien, vous n'êtes pas tenu au certibiocide parce que vous n'exposez pas de patients ou de résidents. Donc, tout ce qui est production, transformation et distribution de denrées alimentaires n'est pas tenu au certibiocide. On estime que les gens qui les manipulent, voilà, n'exposent pas d'autres gens que ceux qui les manipulent à ces produits-là. Mais attention, si le produit est manipulé par un prestataire, puisque vous sous-traitez la prestation, eh bien, c'est lui qui doit avoir le certibiocide, pas vous. Alors, c'est un peu compliqué de se retrouver là-dedans et savoir finalement qui est concerné par le certibiocide. Donc, la Société française d'hygiène hospitalière s'est positionnée au mois de septembre sur ce que, voilà, elle imaginait être la place de l'hygiéniste ou du référent en hygiène dans ce processus certibiocide. Alors, je vous livre ma lecture et effectivement mon interprétation aussi de ça, à savoir qu'on a vraiment deux situations très différentes. Dans le secteur sanitaire, on est vraiment sur une chaîne de responsabilité linéaire, à savoir que l'équipe d'hygiène, elle est sous le même employeur que le décideur, l'utilisateur. Tout ça, c'est la même structure. Le OH, c'est vrai, l'équipe d'hygiène a souvent ce profil du décideur, mais il y a d'autres profils qui peuvent avoir ce rôle de décideur dans la structure, comme par exemple ces nouveaux métiers, vous savez, on les appelle préventeurs ou conseillers hygiène, sécurité, environnement. Ça peut être aussi un responsable du nettoyage. Il y a d'autres métiers qui peuvent avoir ces profils de décideurs. Mais effectivement, il semble quand même pertinent qu'au moins un membre de l'équipe d'hygiène soit titulaire du certibiocide désinfectant, pas le certibiocide nuisible, ça n'a pas de sens. Parce qu'effectivement, il y a, encore une fois, un impact important, une participation importante de l'équipe d'hygiène et une chaîne de responsabilité qui est assez directe. Dans le médico-social, c'est beaucoup plus subtil. Déjà parce que la chaîne de responsabilité est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que si effectivement la ressource en hygiène est un prestataire, eh bien, elle peut ne pas être employée par la structure, mais par un autre employeur. Et donc, vous n'avez pas une chaîne de responsabilité évidente entre l'employeur, décideur, utilisateur et la prestation de l'équipe d'hygiène ou de l'hygiéniste. Elle peut effectivement avoir un rôle, ça dépend des organisations, ce n'est pas une obligation. Et si elle n'est pas accompagnée, la structure, par une ressource en hygiène, de toute manière, c'est bien l'acheteur, donc la structure, qui est concernée. Ce qui me fait dire qu'effectivement, dans le secteur médico-social, le certibiocide peut être porté par une ressource en hygiène, mais ce n'est pas une obligation. Ça peut être un choix. Tout dépend des organisations en interne et effectivement de l'implication de cette ressource en hygiène dans cette chaîne de décision du décideur. Voilà, pour le certibiocide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'objectif n'était pas de vous faire une relecture de l'arrêté que vous devez connaître par cœur, certainement. Est-ce que vous avez des questions? Alors, les autres certifications autres que désinfectants vont-elles devenir obligatoires? Alors, j'ai eu la question sur le certibiocide nuisible. Parce qu'on m'a dit, bah oui, mais dans nos structures, on utilise effectivement des bégons verts, bégons jaunes, j'ai un trait d'humour. Euh, alors, si effectivement, alors souvent ce qui se passe pour le sanitaire, je vais parler pour ce que je connais bien, effectivement, on peut avoir du bégon vert, du bégon jaune, qui n'est ni plus ni moins qu'un produit domestique, c'est-à-dire il n'a pas de caractère professionnel. Donc normalement, il n'est pas couvert par le certibiocide. Et de toute manière, dès que la situation nous échappe, que c'est pas juste la mouche ou le moustique, qu'on a des punaises de lit, des puces, on fait souvent intervenir un prestataire qui, lui, va sortir le produit, euh, comment dire, nuisible professionnel et qui, lui, va avoir effectivement le certibiocide nuisible. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit nos quatre pulvérisateurs d'antinuisibles qui justifient qu'on ait le certibiocide nuisible dans nos structures sanitaires. Alors, peut-être que des gens peuvent l'avoir, mais en tout cas pas les hygiénistes. Euh, Certification autre que désinfectant, ben moi je vois pas autre chose dans les produits qu'on utilise, médico-social et sanitaire globalement, voilà, vous êtes que sur des biocides, donc vous n'avez que les désinfectants. Je vois pas, je vois pas le reste, donc je dirais non.
Et il y a une autre Alors, question. si la personne formée part de la structure, on doit en reformer une. Oui, absolument. Alors, c'est là que vous avez aussi une dérogation, c'est-à-dire que la personne a 6 mois pour se former et dans les 6 mois, elle doit être accompagnée par quelqu'un qui a le certibiocide dans l'attente de sa formation. Mais oui, si une personne part et qu'elle était la seule à avoir le certibiocide, eh ben oui, il faut en former une autre. Absolument. Alors, les centres de formation, vous en avez plein. En fait, quand vous vous inscrivez sur Cerber pour créer votre compte de formation, hein, puisque c'est nominatif, vous avez accès à la liste des centres. Donc, nous, on ne fait pas de promotion de centre plutôt qu'un autre. Vous pouvez choisir entre un centre qui propose du présentiel ou du distanciel. Voilà, le coût, c'est généralement 150 euros. Ça va de 150 euros à 300 euros. C'est extrêmement variable. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, je vais passer. Cerber. Le site officiel, c'est Cerber. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à Fabienne. Fabienne Day. Hop, bonjour. Donc moi je suis Fabienne Day, cadre au CEPIAS, et je vais vous présenter un petit bilan qu'on a fait des différentes formations femmes et vers voilà, formation. Je partage le document. Au CEPIAS, on propose des formations donc, aux précautions standards pour les structures femmes, MAS, EAM et villes. Donc on fait ça, on a mis ça en place depuis 2-3 ans, puisque maintenant, effectivement, avant, c'est des formations qu'on faisait vers les EHPAD. Donc maintenant, depuis 2020, où il y a des infirmiers mutualisés en EHPAD, on a tourné nos formations vers les femmes et les MAS, puisqu'on sait que c'est le secteur où effectivement il n'y a pas d'intervention d'hygiéniste. Donc nous, on propose des formations. On avait commencé, on avait de grands espoirs au départ. Quand on a commencé en 2022, on avait programmé 4 journées de formation, une par département. Euh, donc, le public, on s'adresse à tout professionnel qui est intéressé par une mise au point sur les précautions standards. En général, on demande à ce qu'il y ait euh, 20 personnes maximum. Et l'idéal, c'est quand on arrive à avoir 2 à 4 personnes de la même structure. Parce que comme ça leur permet d'échanger, de pouvoir d'être à plusieurs. Et c'est beaucoup plus facile après de retour dans leur structure, de pouvoir parler à leurs collègues ou de pouvoir retransmettre les informations qu'ils ont eues. Alors que bien souvent, quand on est seul à assister à une formation, c'est compliqué après de pouvoir la retranscrire derrière. On propose des formations soit à la demi-journée, soit à la journée. Et bien évidemment, en tout cas jusqu'alors, elles sont gratuites, tout en sachant que là, on est en train de travailler pour que nous puissions avoir le label Calliope. Donc, le côté de la gratuité devrait peut-être ne plus exister d'ici peut-être quelques temps, mais on restera très accessible dans les coûts. Alors, les objectifs de ces formations, hein, bien évidemment, d'actualiser les connaissances sur les précautions standards et d'améliorer leur observance sur le terrain. Donc, le programme est fourni sur le site internet, puisqu'effectivement, en fonction des dates qu'on propose, vous pouvez les retrouver sur le site internet. Il y a des petites étiquettes qui sont faites avec la date. Le programme de la formation, enfin c'est plus le détail, puisque la formation, c'est les précautions standards. Le détail, les outils qu'on va utiliser, donc diaporama, quiz, des retours d'expérience, des mises en situation, des ateliers pratiques, notamment avec la boîte à coucou pour l'hygiène des mains et aussi des mises en situation en fait sur comment mettre un gant, comment l'enlever, comment mettre un tablier et comment l'enlever. Donc après, il pourra y avoir des discussions sur les recommandations, les échanges, sur les pratiques entre les différents professionnels, puisque c'est toujours pareil, l'avantage c'est comme les gens viennent de différentes structures,
ça peut favoriser justement le partage d'expériences et tous ces échanges qui sont toujours très intéressants. Ensuite, il y a une évaluation hein, qu'on fait en direct sur place, une petite fiche à remplir. Donc, évaluation déjà sur les connaissances des apprenants et aussi sur le format de la formation. On leur demande aussi un engagement au niveau des établissements qui vont se porter volontaires pour suivre la formation. C'est-à-dire que dès que les structures s'inscrivent, on leur envoie un petit document qui nous permet de faire un état des lieux préalable de ce qu'ils ont dans leur structure pour que on puisse aussi, nous, derrière, adapter la formation. Donc, savoir s'il y a des EPI, s'il y a des PHA, des chariots de soins, enfin voilà faire un petit état des lieux des matériels dans la structure, ce qui favorise vraiment après les discussions et les échanges. Et en fin de formation, c'est bien que les professionnels soient par groupe de structure. On leur demande de donner 2 actions d'amélioration qui leur vient à l'esprit là, suite à la journée ou à la demi-journée de formation. Donc, on demande ces 2 axes d'amélioration et on va revenir vers eux à peu près 10 mois après la formation pour savoir s'ils ont réussi à mettre en place ces axes d'amélioration, si l'encadrement a facilité la mise en place, s'il y a eu des dotations supplémentaires, voilà, en fonction de ce qui se passe. Donc, au niveau quantitatif, pour l'année 2024, on a fait des formations sur 3 départements, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan. On avait une formation de prévue dans le Finistère, mais elle a été annulée faute de participants. Puisque c'est vrai qu'on essaye de mettre une barre où en dessous de 10 participants, on ne se déplace pas. Donc, il faut que ce soit entre 10 et 20. Donc, sur l'année 2024, on a 121 personnes à peu près qui ont suivi la formation. Ça nous a fait 11 journées de formation. La moyenne de personnes par session est de 11, puisque c'est vrai qu'on arrive quand même rarement à 20 personnes. C'est encore assez nouveau. On voit que bon, ça commence à se développer. On commence à avoir de plus en plus de monde à demander ces formations. Mais voilà, on est encore en montée et on peut encore faire mieux. On s'aperçoit que majoritairement, on a des aides-soignantes, des maîtresses de maison et des infirmières. Donc, que ce soit infirmières, IDEC, infirmières co ou des IDE. On a aussi des moniteurs éducateurs, des AES, des AMP, des ergots et des qualiticiens. Donc, c'est vraiment assez. Tu me parles. Je disais, ils n'ont pas eu une formation initiale. Ce sont souvent des gens qui n'ont pas eu de formation initiale. Oui, c'est ça. Lydie rajoute des gens qui n'ont pas eu de formation initiale. Alors, au niveau des connaissances, donc là, c'est un petit compte-rendu des fiches d'évaluation qu'on fournit à la fin. Donc, eh bien, on voit bien que dans l'ensemble, c'est très positif. C'est des formations qui plaisent énormément parce que, bah, effectivement, soit il n'y avait pas de formation initiale, donc ils apprennent, ils découvrent beaucoup de choses, soit il y avait une formation initiale, notamment pour les aides-soignants ou les infirmières, mais ça permet vraiment de remobiliser les connaissances et surtout ce principe de pouvoir échanger entre eux de ce qui se fait d'une structure à l'autre. Donc, on voit bien qu'au niveau de l'acquisition de nouvelles connaissances ou du renforcement des connaissances, c'est très positif. Et c'est vrai que la plupart, quand même, repartent avec bah, une motivation et des envies pour pouvoir faire évoluer les pratiques dans leur structure. Donc après, sur l'organisation et l'animation et la pertinence de la formation, on voit que pareil, hein, c'est du rouge, mais pour autant, ils sont satisfaits. C'est vrai qu'il y a les couleurs changent. Souvent, on a le vert pour la satisfaction et le rouge mais là, c'est différent. Donc, on voit bien que c'est très positif hein, au niveau de l'organisation de la journée, de l'animation, de la pertinence. Euh, Et à la fin, on demande sur la fiche d'évaluation
qui puissent mettre une petite note entre 1 et 10. Donc là, c'est pareil, hein, on voit bien la majeure partie sont à 9, 10 et 8. Alors, on a une personne ou deux qui sont mécontentes, mais pour autant, dans leurs appréciations, tout était très bien. Donc, c'est pas qu'on est hyper sûr de nous et sûr de ce qu'on fait, mais il y a peut-être une erreur pour cocher sur l'échelle et une aversion. Mais enfin voilà, ceci dit, quand il y a des soucis ou des remarques, on essaie bien évidemment de les prendre en compte derrière. Et on a toujours une petite case aussi sur éventuellement le souhait de pouvoir aborder d'autres thématiques. Et donc on voit, hein, bien évidemment, c'est toujours les mêmes thématiques hein, qui ressortent sur la gestion des excrétas, l'hygiène alimentaire, les tenues professionnelles et le développement durable. Donc ça, on voit bien que c'est une constante, hein. C'est très actuel comme sujet, mais voilà, en même temps, on voit bien aussi que ressort quand même ce manque d'hygiénistes dans ces structures du médico-social, les femmes, les masses, où bah, effectivement, ils sont seuls à devoir essayer de faire de la prévention du risque infectieux. Donc, c'est des formations qu'on va bien évidemment continuer. Vous trouverez les dates sur le site internet. Là, on n'a pas encore fixé les dates, mais dès qu'elles vont être fixées, les dates de l'année prochaine, elles seront en évidence sur le site internet. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez, si vous avez deux, trois, quatre professionnels qui souhaitent participer à ces formations, on essaie de les faire un peu sur toute la Bretagne. N'hésitez pas à les inscrire. Voilà. Si vous avez des questions, c'est que c'était clair. Eh bien, écoutez, je vais repasser la parole à Stéphanie, qui va vous faire la partie sur la transition écologique en santé. Grand sujet d'actualité. Alors, un petit point. On a la chance en Bretagne de participer à un groupe de travail intersépias. On est beaucoup de sépias d'ailleurs à participer à ce groupe, quasiment tous, hein, sur transition écologique en santé. Alors, le point de départ de ce groupe de travail, en fait, c'est une enquête qui a été réalisée par le CEPIAS Occitanie en 2023 auprès des professionnels de prévention du risque infectieux hein, dans leur région, qui montrait qu'effectivement, tous les hygiénistes se sentaient fortement concernés par cette thématique qui prend de plus en plus de place, mais qu'ils étaient aussi beaucoup en difficulté et qu'ils avaient besoin à la fois qu'on les forme, qu'on amène des recommandations pour les aider dans leur réponse aux questions que leur posent les professionnels ou les directions de structure d'ailleurs, hein. Et il fallait aussi qu'on leur fournisse des outils clés en main. Donc, c'est constitué un groupe de travail donc intersépias qui est vraiment axé sur la transition écologique en santé dans le cadre de la prévention du risque infectieux, hein. On n'est pas là pour aborder tous les sujets de la transition écologique en santé, mais vraiment ceux qui tournent autour de notre mission de fond, donc la prévention du risque infectieux. Donc, c'est un groupe, voilà, vous avez 16 sépias sur 17 qui sont parties prenantes avec une vingtaine de membres, deux pilotes, un pilote du CEPIAS Occitanie, un pilote du CEPIAS PACA. On a une feuille de route, on se réunit en visio une fois par mois le vendredi pendant 1 heure et on a donc défini 4 sous-groupes de travail pour effectivement apporter ces fameux outils que vous nous réclamez, à savoir un groupe argumentaire dont je suis à la tête. Alors, il manque un F à mon nom, mais c'est pas grave, qui n'est pas le groupe le plus simple, qui est comment décortiquer finalement l'argumentaire autour d'une question pour essayer d'y répondre le plus objectivement possible. Nous avons un groupe veille, voilà, qui est en charge de toute la veille documentaire sur tous les mots qui tournent autour de la transition écologique en santé. Donc, on a un thésaurus de mots qui sont régulièrement, comment dire, cherchés dans la bibliographie pour sortir les nouveautés. On a un sous-groupe formation et un sous-groupe outils. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà fait dans ce groupe-là? Donc, l'objectif de ce groupe, c'est bien d'accompagner les professionnels en charge de prévention du risque infectieux à intégrer la transition écologique en santé dans leurs actions de prévention et donc de leur proposer des outils pour les accompagner dans
dans cette mise en application. Alors, on a un petit logo, hein, qui est le logo du réseau des CEPIAS, mais qui a pris un petit coup de vert, histoire d'être un peu plus dans le move, et pour donner une lisibilité sur les productions du groupe de travail. Donc, bien évidemment, dès qu'on traite une question, on va faire un tour de France des pratiques et des réponses éventuellement apportées par d'autres régions ou d'autres structures, hein, qui appellent une contribution importante. L'objectif, c'est donc de faire des outils, donc des déclinaisons opérationnelles de choses qui restent parfois très théoriques, mais qui n'ont pas d'aspect très pratique. Et puis surtout, de régulièrement vous mettre face aux fausses bonnes idées, qu'on a aussi appelées les éco-faux pas, c'est-à-dire les choses qui paraissent très séduisantes, mais dont on ne mesure pas forcément toutes les répercussions en matière de prévention du risque infectieux. Donc, dans le groupe argumentaire, on recueille toutes les questions des professionnels. On essaye effectivement de trouver des argumentaires scientifiques ou rationnels pour répondre à la question, avec toujours cette idée de lutter contre les fausses bonnes idées. Et puis, on essaye aussi de prévoir des webinaires sur des thématiques voilà, vraiment du moment, avec un point réglementaire à chaque fois, des exposés faits par des experts, toujours l'idée de lutter contre les fausses bonnes idées et éventuellement des retours d'expérience si des gens ont testé la nouvelle pratique ou le nouveau produit. Donc le groupe Veille, il est là pour récolter l'actualité au fil de l'eau, puisque ça va très très vite. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de recommandations, beaucoup d'études. Et on a heureusement la mission Matisse qui vient nous aider. Vous savez que c'est la mission transversale d'appui à la communication sur les CEPIAS. Alors, on a des grandes échéances hein, que vous devez connaître. Voilà, il faut qu'on vous accompagne, qu'on accompagne les évolutions tout en garantissant la sécurité des soins. Donc, on a les évolutions sur la gestion des déchets d'activité de soins. Alors, le guide est imminent, sachant que le groupe de travail vient d'avoir une version consolidée en relecture qui lui a été présentée le 14 novembre. Donc là, vraiment, je pense qu'il ne devrait pas tarder à sortir. Donc, il va rebattre un peu les cartes sur la gestion des DASRI et des DASND, donc déchets d'activité de soins non dangereux. On ne dit plus ordures ménagères. Hein. Nous avons donc l'arrêté sur l'utilisation des eaux impropres à la consommation humaine, dont on va vous parler juste après. Donc un décret et un arrêté. On a la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Ça aussi, c'est un très gros morceau. Nous avons la réutilisation des dispositifs médicaux à usage unique. Donc, vous savez que c'est en pleine expérimentation. L'expérimentation a été lancée par quelques CHU volontaires en France là, à l'automne. Et puis, on a à l'échéance 2040 le zéro plastique jetable, qui fait qu'il va falloir qu'on remette beaucoup en question nos pratiques autour du plastique. Alors, qu'a fait le groupe? Eh bien, le webinaire 2024, pourquoi aller vers l'éco-nettoyage, qui a remporté un franc succès, au-delà de nos espérances. On a eu 765 connexions individuelles ou d'équipe. Hein, parfois, il y a plusieurs personnes derrière un ordinateur. Si vous voulez le revoir, vous avez un replay qui est sur le site du Repia, mais le lien est disponible ici, il sera sur le diaporama. La foire aux questions qui est associée à ce webinaire, parce qu'on a eu énormément de questions, elle est en cours de relecture, elle est quasiment finalisée, donc on va pouvoir la diffuser. Alors parfois, on a effectivement éludé certaines questions, puisqu'il y a d'autres groupes de travail qui planchent sur certaines questions que vous nous avez posées, notamment sur tous les usages et la place de la microfibre réutilisable pour l'entretien des locaux en structures sanitaires et médico-sociales. Il y a une note SF2H qui est à paraître sur le sujet, donc on n'a pas voulu empiéter sur les travaux de la société savante, donc on a éludé cette question en renvoyant vers la note. Vous pouvez d'emblée marquer dans vos calendriers le 24 juin 2025. Le prochain webinaire se portera sur les usages raisonnés de l'eau. Donc, si vous avez des questions que vous souhaitez qu'on aborde, alors c'est vraiment l'eau au sens très large, hein, l'eau potable, les fontaines, c'est l'eau. Eh bien, n'hésitez pas à nous faire remonter vos questions. Ça nous permet d'alimenter effectivement les interventions.
Dans le sous-groupe outils et argumentaires, alors on a déjà construit une fiche donc sur les éco-faux-pas sur l'eau et prévention du risque légionnel. Une fiche très opérationnelle sur l'entretien des cale-dents qui a été construit avec la Société française d'endoscopie digestive. Alors ça, c'est pour le sanitaire, hein, plutôt. Mais la SFED a sorti des recommandations sur l'écolo-endoscopie. Et effectivement, on a essayé de traduire de manière un peu pratique une des recommandations émises sur le passage des cale-dents à usage unique aux cale-dents réutilisables. On a eu des questions sur les fréquences de changement de tenue au bloc opératoire auxquelles le groupe argumentaire a essayé de répondre. Et puis on a une question en cours qui paraissait comme ça simple, mais qui en fait était extrêmement complexe, qui porte sur la fréquence de changement du linge de literie hospitalier. Et je ne vous cache pas que c'est moi qui planche sur la question et ma foi, je m'arrache un peu les cheveux. Alors c'est pas flagrant, mais pourtant c'est le cas. Alors voilà la fiche eau et prévention du risque légionnel. Donc voilà, on vous rappelle d'un côté les bonnes pratiques, de l'autre les éco-faux-pas. Donc c'est une fiche qui a été réalisée par le groupe, qui a été validée par une ARS, hein, donc qui a toute légitimité même si le logo de l'ARS n'apparaît pas, où vous retrouvez effectivement les choses qu'on peut faire et puis les choses qu'il ne faut pas faire au risque effectivement de se retrouver avec une augmentation du risque légionnel alors qu'on cherche à faire des économies d'énergie, on est bien d'accord, mais jusqu'à quel point, jusqu'où on peut aller trop loin. L'objectif, c'est vraiment ça. Donc, c'est une fiche recto verso avec effectivement les bonnes pratiques de gestion des points d'eau, que faire en cas de canicule. Vous avez les éco-faux pas associés. Et le petit QR code en bas vous renvoie à tous les textes réglementaires sur lesquels ce document est basé. Donc voilà, cette fiche, elle doit être sur le site internet du CEPIAS, à confirmer. Oui, elle y est. Donc vous pouvez la retrouver sur le site internet du CEPIAS Bretagne. Vraiment un visuel extrêmement rapide, c'est un document de travail sur les fréquences de changement du linge de literie en structure sanitaire et médico-sociale. Question très compliquée. Voilà, où il y sera question effectivement d'une précision sur les différents éléments du linge de literie, hein, puisqu'il y a quand même des évolutions notables, notamment les draps housses et les draps demi-housses, qui apportent un vrai intérêt à la fois du côté soignant, prévention des TMS, réduction du temps pour refaire le lit, et du côté blanchisserie, avec vraiment une meilleure gestion des outils de travail en blanchisserie et un impact sur la consommation énergétique moindre. Et sur l'autre côté, donc, on vous donnera des éléments de réflexion pour une fréquence, on va dire, théorique et une adaptation possible de la fréquence en fonction de différents critères qui sont soit liés aux patients, soit liés au service, soit liés à d'autres éléments. Voilà, donc ça, c'est une fiche qui est en cours de réflexion, qui n'est pas encore finalisée, mais qu'on mettra à votre disposition dès qu'elle le sera. Avez-vous des questions? Je pense que je suis dans les temps pour ne pas empiéter sur notre intervenant suivant. Est-ce que les diapos seront mises à disposition? Oui, toujours. Nous, on partage tout. On garde rien. Il y a des questions certibiocides, on les traitera à la fin. J'ai- Et Oui, il y a deux autres questions qui oui, sont mais relevées. j'ai répondu. J'ai répondu Ah, à la question certibiocide. Oui, oui, j'ai répondu d'accord. par écrit à la question certibiocide sur comment dire, quand l'infirmière travaille sur plusieurs EHPAD, qui doit payer la formation? A priori, c'est l'employeur de l'infirmière, donc l'établissement support. Alors après, il peut décider par convention de rebasculer une partie du coût de la formation sur les différentes EHPAD. Ça, c'est vraiment des organisations à trouver. Et il y a une question aussi, si personne n'est formé en 2025, où elle est? Si personne n'est formé en 2025, Que se passe-t-il? eh ben, le risque, c'est que votre fournisseur de produits vous dise, ah ben moi, tant que j'ai personne, je peux pas vous livrer. Bon, c'est ça le risque. Oui, c'est ça. Après, eux-mêmes sont un peu en difficulté, hein, parce qu'ils ont découvert aussi le certibiocide un peu comme vous, c'est-à-dire un peu brutalement. Donc, ils sont aussi en phase de formation. Donc, le risque, c'est ça. Mais je ne peux pas vous le garantir non plus. Monsieur Gelou, êtes-vous là? On a chatté avec Oui, lui. je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Vous êtes là. Super.
Je vais peut-être vous laisser partager votre diaporama. Allez-y, c'est à vous. Oui, alors donc je me présente rapidement, je laisserai mes contacts dans tous les cas à la fin de la présentation. Donc Yann Julou, je suis le responsable environnement extérieur pour l'ARS du Morbihan et donc j'ai également un rôle régional sur tout ce qui est eau non conventionnelle. Donc on va voir les différentes définitions. Donc je vais vous présenter aujourd'hui voilà, le cadre réglementaire eau impropre à la consommation humaine, ICH, qui vient d'évoluer récemment. Alors peut-être en introduction rapidement, donc voilà, je vais commencer par quelques diapos sur donc le plan eau, ce qui a mené en fait à cette revue réglementaire. Je vais passer assez rapidement puisque c'est quand même assez dense. J'anticipe également une question que j'imagine que j'aurai, donc ces diapos seront mises à disposition à la fin, hein, donc c'est pour ça que on vous laisse tout ça. Voilà, ça c'est une présentation qui est un peu dense, hein, donc dans tous les cas, n'hésitez pas à poser des questions. On se garde 5 ou 10 minutes à la fin pour y répondre. Donc en introduction, donc cette revue réglementaire, elle vient donc de la sécheresse de 2022, donc, avec différentes annonces qui ont été prises. Donc notamment l'objectif d'avoir 1000 projets de réutilisation des eaux non conventionnelles d'ici 2027 et un volume qui soit 10 fois plus important. Ah, pardon. Donc les différentes définitions, on a d'abord tout ce qui est eau usée traitée, donc issu des stations de traitement des eaux usées. Eau impropre à la consommation humaine, on va y venir, donc eau grise, eau de piscine collective, eau de pluie. Eau recyclée donc en industrie agroalimentaire. Donc on verra avec l'acronyme IAA. Et tout ce qui est les autres eaux. Donc les usages domestiques, on le verra, donc utilisation qui a lieu au sein ou à proximité d'un local ou d'un ERP. Donc le cadre réglementaire, on le voit. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie de gauche. Donc les textes récents, on verra qu'il y a des arrêtés qui sont encore attendus. La partie donc réutilisation des eaux usées traitées et industrie agroalimentaire, donc, qui sont pilotés par le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture. Donc on voit qu'il y a voilà, également des textes qui ont évolué récemment. Alors ici, peut-être une petite mention sur l'arrêté de 2008, du coup, qui était le cadre actuel pour tout ce qui est eau de pluie. Donc on voit les usages domestiques et usages non domestiques. Un petit résumé du cadre réglementaire tel qu'il est actuellement. Donc avec les différents usages eau de pluie, eaux usées traitées, pardon, les différents cas, donc eau industrie, industrie agroalimentaire, pardon, pour irrigation et arrosage, les ERP donc, dont on va parler, et les différents usages domestiques. Donc voilà, la partie EICH qui nous intéresse ici. Donc on a vu, on a des textes qui ont évolué récemment, donc cet été, avec un décret donc, qui date du 12 juillet 2024, qui a été complété par un arrêté donc, qui sont entrés en application au 1er septembre. Manque également pour ces textes futur arrêté complémentaire pour la partie expérimentation. Donc expérimentation qui comprendra notamment, on va y revenir, tout ce qui est eau spécifique ERP, donc notamment les eaux de dialyse. Ce qui nous intéresse moins ici, c'est on a également toute une partie concernant les ICPE, donc les installations classées pour l'environnement, qui concerneront du coup les usages domestiques au sein de ces ICPE. À noter également que voilà, avant cet été, il était quand même possible d'utiliser tout ce qui est eau grise, mais à un titre dérogatoire sur autorisation du préfet.
Donc voilà, les types d'eau qui nous intéressent ici. Donc on a d'abord tout ce qui est eau brute, issue du milieu naturel, donc les eaux de pluie, les eaux douces, et également rajouté donc par ce nouveau cadre, du coup, tout ce qui est eau de puits et forage à usage domestique. Donc les eaux grises, hein, issues de tout ce qui est lavabo et douche, et également donc les eaux issues de piscines collectives. On rajoute également donc tout ce qui est eau vanne, donc les eaux noires, et donc j'ai déjà mentionné donc, tout ce qui est eau spéciale des établissements de santé, donc notamment les eaux de dialyse, mais voilà, ça c'est pour des usages expérimentaux, on va le voir après dans le tableau récapitulatif. Donc les différents usages qui peuvent être concernés, donc ce sont les usages domestiques codifiés, hein, qui sont définis par le Code de la santé publique. Donc nous avons voilà, le lavage du linge, le lavage des sols intérieurs, le lavage des surfaces extérieures dont véhicule au domicile, tout ce qui est évacuation des excrétas et voilà, des usages un peu plus anecdotiques, alimentation des fontaines décoratives, arrosage des toitures, etc. Donc je remets un peu la définition aussi à droite là, donc usage domestique, utilisation donc, qui a lieu au sein ou à proximité immédiate d'un local ou d'un ERP, donc à l'échelle des bâtiments. Et donc, ce qui est introduit par ces textes, qui est complètement nouveau, hein, qui était notamment clairement interdit dans l'arrêté de 2008 qui concernait les eaux de pluie, c'est la possibilité d'utiliser ces eaux non conventionnelles, enfin ces eaux impropres à la consommation humaine, au sein donc, des établissements recevant du public sensible, donc crèches, établissements de soins, établissements médico-sociaux. Donc, en résumé, on a ici le tableau, hein, qui est issu de la présentation, qui est issu de l'arrêté, donc qui résume ce qu'il est possible de faire en fonction des types d'eau et en fonction des usages. Et donc, on voit bien ici qu'on a différents types de régimes, hein. On verra le détail dans la diapo suivante, avec des cas donc, hors ERP, donc pour les particuliers, et des cas qui concernent donc les établissements recevant du public sensible, avec deux types de qualité d'eau, pardon, A et A+, donc ça on va le voir également dans les diapos suivantes, et donc des régimes d'autorisation qui vont donc de la déclaration à donc autorisation et enfin, des usages et des types d'eau qui peuvent être soumis à expérimentation. Et donc, évidemment, un certain nombre d'usages qui restent interdits, hein, donc ce qui apparaît ici en rouge, évidemment, les usages alimentaires et tout ce qui est lié à l'hygiène corporelle qui reste des lignes rouges. En ce qui concerne les critères de qualité, donc je vous ai mis également ici pour information un extrait des textes. Donc vous voyez qu'on a donc deux critères de qualité. Donc on a vu dans la diapo précédente que les critères de qualité A+ concernent donc essentiellement les établissements recevant du public sensible. Et vous voyez qu'on a ici des indicateurs de qualité qui sont de deux ordres, hein, soit d'ordre bactériologique avec le coli, entérocoques intestinaux, et des paramètres plutôt organoleptiques autour de la turbidité et de tout ce qui est absence d'odeur quand on a une chloration. Donc les obligations des propriétaires des réseaux, donc elles sont de plusieurs ordres, hein. Donc d'abord évidemment un contrôle de conformité avant la mise en route du dispositif EICH, avec une obligation d'information, de mise en place d'une signalétique spécifique au niveau des points de soutirage pardon, de ces eaux. Une obligation d'autosurveillance, on l'a vu avec des critères, avec différents paramètres à surveiller, à une certaine fréquence, mais ça c'est le dernier point, donc je le garde pour la fin. Une obligation de maintenance et d'entretien, notamment pour tout ce qui est eau grise traitée et eau de piscine, avec l'obligation de recourir à un professionnel qualifié. Alors je le mets en rouge puisque ça reste un point d'interrogation, une labellisation et un référentiel de qualité qui est en cours de définition. L'obligation également de tenue d'un carnet sanitaire, sauf au niveau, voilà, sauf si on parle d'un dispositif familial, mais ici ça ne va pas nous concerner.
et évidemment une obligation de mise hors service en cas de risque sanitaire avéré, de dépassement des différents paramètres qui sont suivis. Et donc, l'obligation spécifique aux ERP sensibles, une obligation d'autosurveillance renforcée, donc avec le tableau qui est à droite que je vous ai mis. Donc, vous avez vu avec surveillance entre 1 fois à 6 fois par an, voilà, en fonction des paramètres. Donc, les différents types donc les différents régimes administratifs. On a donc tout ce qui est sans procédure administrative, mais qui ne va pas concerner, on l'a vu, hein, les établissements recevant du public. On a tout ce qui est déclaration préalable au préfet, donc une démarche qui se fera en ligne sur démarche simplifiée. Donc ça, c'est pas encore opérationnel, ça va l'être dans les prochaines semaines. Et l'ARS, du coup, là, aura un rôle de réception et de bancarisation de ces déclarations. Et donc le cas qui concerne les établissements recevant du public sensible, donc une autorisation préfectorale, donc qui sera instruite par l'ARS et qui donc suivra le dossier, délai de 4 mois maximum, avec donc un avis du Conseil départemental d'évaluation des risques sanitaires et technologiques, et une saisie possible de l'ANSES dans des cas, on va dire, un peu plus complexes, mais forcément les délais seront d'autant plus longs. Également, donc l'ARS aura un pouvoir de police administrative en cas de suspicion ou de signalement d'un risque sanitaire. Possibilité de contrôle également sur pièce, donc au niveau du contrôle sanitaire. Et donc le cadre expérimental, on l'a vu, n'est pas encore défini puisqu'on attend, encore donc un arrêté sur ces eaux, notamment les eaux voilà, spécifiques au milieu médical, notamment les eaux de dialyse. Alors les points de vigilance sur le plan sanitaire, donc on a évidemment une qualité qui sera variable suivant la provenance. On sait notamment que les eaux de pluie, on pourra avoir une variabilité importante suivant le stockage, suivant les différentes toitures. Alors, quelque chose que je n'avais pas mentionné, mais l'importance de respecter évidemment l'aspect non accessible des toitures, qui est la définition au niveau du Code de la santé publique, hein, des eaux de toiture, c'est-à-dire qu'elles doivent être non accessibles au public. Une eau de ruissellement sur une chaussée, par exemple, ne peut pas être considérée comme une eau de pluie. Également sur l'eau grise, donc qui proviendra des lavabos ou des douches, on est également sur une qualité qui dépendra fortement de l'eau brute. Au niveau des usages, donc limitation de l'exposition du public, pas d'aérosolisation, hein, si on parle d'un usage pour les lavages de surface extérieure, par exemple. Très important, l'interconnexion des réseaux, donc avec un risque de pollution important du réseau AOP et des risques épidémiques qui ont déjà été avérés malheureusement dans certains cas, avec des risques, tout ce qui concerne hépatite E, gastro-entérite, etc. Donc voilà, l'obligation de séparer et de déconnecter ces réseaux d'eau non conventionnels et avec les réseaux d'AEP. Le cas des personnes vulnérables, donc en lien avec évidemment le public qui est accueilli par les donc les établissements de soins et établissements médico-sociaux, donc personnes âgées, femmes enceintes, jeunes adultes, personnes immunodéprimées, etc. Et en conclusion, juste rappeler que même si on a cette évolution réglementaire, il y avait différents avis qui avaient été rendus, notamment par l'ANSES en 2015, mais également le Haut Conseil en santé publique, qui avait rendu plutôt un avis négatif sur le fait d'ouvrir l'utilisation des zones non conventionnelles au niveau des établissements recevant du public sensible, aussi du fait de l'incertitude sur les effets sanitaires, des effets sanitaires sur ces populations vulnérables. Donc en conclusion, on l'a vu, le rôle de l'ARS est d'abord un rôle d'instruction, hein, sur les dossiers d'autorisation. Également un rôle de réception et de bancarisation des déclarations pour le compte du préfet, et donc ça concerne donc plutôt les projets à l'échelle individuelle, en tout cas ça ne concernera pas les ERP sensibles. Je rappelle juste, mais ça ne concerne pas ici, l'ARS, nous, on peut être sollicité pour avis, un avis simple, hein, dans le cas de dossiers d'autorisation
liées aux eaux usées traitées, donc les textes de 2023, même si, voilà, même si c'est des choses qui nous occupent de moins en moins. Et voilà, évidemment, un rôle d'accompagnement des porteurs de projets en amont. Un rôle, évidemment, moi, c'est ce que je fais en ce moment de présentation aussi du contexte, enfin du cadre réglementaire. Euh, un rôle, enfin voilà, j'ai dit d'accompagnement des porteurs de projets et de suivi, hein, durant l'instruction des dossiers, et le cas échéant, voilà, de fléchage vers un autre service instructeur si on ne parle pas des EICH, d'accompagnement vers, on l'a vu, ça peut être le cas vers l'ANSES si à un moment, voilà, on demande l'avis de l'ANSES sur un dossier un peu plus compliqué. Donc en conclusion, juste redire, c'est ce que j'ai mis un peu en haut à droite, que voilà, ce sujet étant très récent, on va dire, étant nouveau également pour les ARS, avec des évolutions réglementaires récentes, et puis donc des dispositifs, on l'a vu, qui sont en construction, hein, pour tout ce qui est en termes de démarche administrative. Donc on a également, nous, nous, au niveau de l'ARS, c'est aussi un sujet qui est en train d'être pris en main, hein. Donc c'est une doctrine, ce que je mets doctrine ARS en construction qui évoluera aussi très certainement au fur et à mesure des mois et des années. Donc pour l'instant, ce qu'on recommande, hein, c'est, enfin, avant de dire que ce qu'on recommande, nous, notre positionnement, c'est déjà de dire notre rôle, c'est pas d'encourager ou non le recours aux zones non conventionnelles, hein, mais vraiment de s'assurer que déjà ce nouveau cadre il est connu et respecté, et que en cas de dossier, voilà, de velléité d'un établissement ou un autre pour se lancer dans la mise en place d'un projet ENC, s'assurer évidemment de l'absence de risque sanitaire euh, en cas d'exposition, voilà, du public. Et donc nos recommandations, pour finir, c'est évidemment en termes de prérequis que le porteur de projet connaisse déjà en fait ses réseaux intérieurs et maîtrise ses consommations d'ECH, dans le sens, avant de se lancer dans un projet au non conventionnel, avec tout ce que ça sous-entend de complexité technique, s'assurer que tout a été fait sur la partie évidemment économie d'eau, recherche et maîtrise des fuites notamment. Tout ça pour dire donc que l'utilisation des EICH doit venir dans un second temps du fait des risques sanitaires qui viendront forcément avec, et qui devront être, voilà, dans tous les cas, évalués. Et en termes de points d'attention, comme je l'ai déjà dit, hein, on insiste sur tout ce qui est interconnexion des réseaux, donc le fait que la création d'un réseau d'eau non conventionnelle doit absolument pas générer un risque de pollution pour le réseau EDCH, donc le réseau d'eau potable. Une attention particulière sur l'exposition du public sensible, donc dans le choix des usages qui seront retenus notamment. Et également, même si c'est un sujet qui est qui est complètement différent, voilà, un risque légionnel qui est toujours à prendre en compte quand on parle voilà, de réseau intérieur au niveau des ERP. Voilà, je m'arrête là, j'ai été un peu plus rapide que ce que je pensais, mais du coup ça va nous laisser un peu plus de temps, s'il y a des questions. Comme je disais, donc je laisse mon contact, puisque, encore une fois, on a bien conscience que c'est un sujet nouveau. Donc si voilà, vous aurez dans tous les cas ce support de présentation, mais si à un moment il y a des questions complémentaires, n'hésitez pas, voilà, à me contacter. Euh, voilà, moi c'est aussi mon rôle de pouvoir vous répondre, et puis d'aller un peu plus sur une étude au cas par cas aussi, si à un moment il y a des projets qui commencent à se mettre en place. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Monsieur Julot. Si je résume, en fait, il est urgent de ne pas se presser, de se faire bien accompagner et déjà bien maîtriser l'existant avant de passer à l'étape d'après. En Tout à fait, synthèse, c'est un très bon résumé. C'est un très bon résumé. c'est ce qui ressort en tout cas de votre diaporama. C'est que qui va sano, voilà, qui va piano va sano.
Y a-t-il des questions? Alors Très... oui, moi j'ai une question, excusez-moi. Bonjour Ludovic, En fait, vas-y. quand vous parlez des exigences de qualité, et notamment par rapport à la surveillance et la recherche des valeurs cibles, en fait, 1 à 6 fois par an, moi je suis surpris en fait qu'on soit pas plus, enfin, qu'on n'ait pas plus de suivi par rapport à ça, parce qu'on est quand même, quand on parle des eaux de pluie, on est donc soumis aux variables de pluviométrie et aux événements climatiques. Et 1 à 6 fois par an, en fait, ça ne nous laisse pas à l'abri en fait, d'aléas entre ces prélèvements. Non, non, tout à fait, c'est une bonne remarque, mais enfin, disons que sur la partie autosurveillance, c'est une obligation minimale. Après, ça ne vous empêche pas de faire plus, entre guillemets, évidemment, hein, si à un moment il est estimé il y a peut-être un risque particulier, ou encore une fois, comme je disais, une population, enfin, des gens qui sont particulièrement exposés. Et dans tous les cas, il y a également l'obligation, ça je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais évidemment, en cas de suspicion de risque sanitaire, de suspendre le fonctionnement du dispositif, hein. Je crois que j'ai mentionné juste dans le prisme, dans le fait que c'est un pouvoir de l'ARS, entre guillemets, de venir voir et puis de suggérer, de proposer des actions correctives, voire de suspendre le dispositif s'il y a un risque sanitaire. Mais évidemment, c'est aussi la responsabilité du propriétaire du réseau voilà, s'il estime qu'il y a un risque. Donc après, il est tout à fait possible, évidemment, de faire plus. Là, ce sont juste les obligations réglementaires. Et donc oui, effectivement, comme vous le disiez, hein, c'est suivant les paramètres, et suivant le type d'eau, effectivement, je reprends le tableau, mais il est dans, voilà, c'est une annexe de l'arrêté, hein, donc vous pouvez tout à fait retrouver ces informations. Pour les eaux grises et les eaux de piscine, effectivement, c'est 6 fois par an pour tous les paramètres, sauf la légionnelle. Donc ça fait une fois tous les 2 mois, effectivement. Mais encore une fois, rien ne vous empêche de faire plus, de faire ça une fois par mois. Après, ça a un certain coût également. Enfin, c'est ça qu'il faut prendre en compte également. Merci Monsieur Gelou. Y a-t-il d'autres Oui. questions? Bon, pas de questions dans le chat. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Monsieur Gelou pour cette Mais je vous en présentation. prie, et puis donc j'insiste, voilà, n'hésitez pas à me contacter en cas de questions. C'est mon rôle de pouvoir répondre s'il y a des interrogations qui viennent après cette présentation. On ne manquera pas de vous solliciter. Merci à vous. Alors, je reprends la main, encore moi. Alors, un petit point d'étape de la campagne Cap-Bresse-Gand, donc la campagne régionale de promotion du bon usage du gant de soins. Là, je vous rappelle rapidement les contours du projet. Donc, on est sur une approche précaution standard. On n'est pas sur une approche transition écologique en santé, même si probablement on abordera la question, mais vraiment à la fin de la campagne. On n'est pas sur une idée du moins porté, mais mieux porté, sachant que le mieux est souvent accompagné du moins, mais ce n'est pas une obligation. Et la campagne a donc pour objet de vous fournir un certain nombre d'outils multiples de communication, de formation ou autres. Un certain nombre de structures se sont engagées volontairement dans la campagne et donc ont signé une charte d'engagement. Alors, le groupe de travail régional Cap-Bresse-Gand, c'est un groupe très dynamique, très intéressant, pluriprofessionnel. On a des représentants des 3 secteurs de l'offre de soins. On est à peu près une quinzaine de professionnels. Et le groupe, il s'est installé fin 2022, a élaboré un logo reconnaissable que vous voyez en haut à droite. Et également, dans l'identité visuelle du projet, nous avons donc 2 mascottes qui sont un gant de soin et un petit microbe. Alors, quand la campagne a commencé, au moment où vous sollicitez pour que vous vous engagiez dans la campagne et qu'on diffusait les chartes d'engagement, on vous a proposé également un quick audit diagnostic en ligne qui s'appelait Garogan. Ce quick audit a eu un succès fantastique puisqu'on a eu 4637 réponses en région émanant de 340 structures. 2 tiers des cas quasiment du sanitaire, mais aussi du médico-social et de la ville. Et les répondants étaient essentiellement, pour quasiment 80% d'entre eux, des paramédicaux, mais on avait aussi des médecins qui ont répondu à l'audit. Alors, je vous ai mis les brefs résultats. Je vous rappelle voilà, qu'on évaluait 8 items, donc qui concernaient le port des gants dans les précautions standards,
dans les différentes indications au sein des précautions standards, pour toucher une muqueuse ou une peau lésée, pour manipuler un piquant coupant, pour avoir un contact avec des liquides biologiques, si les mains du soignant étaient lésées, et pour toutes les tâches liées à l'environnement sale, on va dire, c'est-à-dire le linge sale, les déchets. Et donc on posait la question, rappelez-vous de vos 10 précédentes gestes de soins. Combien de fois pensez-vous avoir réellement porté des gants sur une échelle de 0 à 10, 0 étant jamais, 10 étant toujours? Et quelle importance vous accordez au port de gants dans cette situation? 0 étant, c'est pas important du tout, et 10 étant, c'est extrêmement important. On évalue aussi le port de gants associé à l'hygiène des mains, c'est-à-dire combien de fois vous pensez avoir réalisé une friction avant de porter des gants et après avoir retiré vos gants, et également la notion de retrait immédiat des gants à l'issue du soin qui le justifiait. C'est voilà, combien de fois vous pensez l'avoir fait et quelle importance vous accordez à cet item. Donc à chaque fois, on évaluait observance déclarée, ce n'est pas une observation, c'est du déclaratif, et importance accordée à ces différentes situations. Alors je vous rappelle les principaux résultats, donc il y en a beaucoup, on pourrait en parler pendant des heures, mais voilà, je vous donne ce qui a été présenté au congrès de la SF2H à Nancy au mois de juin, puisqu'on a une présentation orale sur Garoghan. Donc vous avez là l'observance par secteur de soins, donc c'est l'observance moyenne. Donc vous avez le sanitaire en bleu et le médico-social en rouge. Donc vous voyez qu'on a globalement sur le radar du bleu qui est toujours à l'extérieur et du rouge à l'intérieur. Donc on a une observance déclarée dans le secteur sanitaire qui est toujours supérieure à celle qui est déclarée dans le médico-social, sauf pour le liquide biologique où là on voit que le rouge dépasse le bleu. On est à 9,4 d'observance sur 10 et 9,3 pour le sanitaire. Et on voit qu'on a déjà une observance qui n'est pas très bonne sur la friction hydroalcoolique avant le port de gants et la manipulation des piquants coupants, avec des observances pas bonnes dans le sanitaire, mais qui s'écrasent encore un peu plus pour le secteur médico-social. Donc les structures qui ont participé à Garoghan, qui pouvaient justifier d'un nombre d'observations, de déclarations suffisant, pouvaient avoir un poster de résultats. Alors, vous m'excusez, c'est tout petit, on ne voit pas bien. Donc, ils avaient 2 posters qui étaient qui apportaient des informations différentes. Un vraiment centré sur l'observance et l'autre centré sur observance et importance, où on avait positionné un curseur à 80% d'observance qu'on estimait être une observance satisfaisante, puisqu'on ne peut pas atteindre le 100% dans la vraie vie, c'est compliqué. Donc on en a diffusé un certain nombre. Et à la suite de ça, donc, le groupe a réfléchi à un premier outil en fonction des résultats de Garoghan, qu'on a voulu être une animation graphique, donc avec nos 2 mascottes qui abordent vraiment le gant de soins, ce que c'est, à quoi ça sert, en quoi c'est fait, ça répond à quoi comme norme. Donc cette animation graphique, elle est accompagnée d'un guide du formateur qui permet de reprendre, exemple en réunion, chacune des diapositives de l'animation pour expliciter certaines informations ou pouvoir engager la discussion autour du gant avec les professionnels. Et puis on avait également élaboré une affiche sous différents formats et également un masque pour pouvoir définir sa taille de gant. Ça, c'est le premier outil qui est donc en ligne sur le site internet du CEPIAS dans l'onglet Prévention campagne Cap-Brest-Gand. On a un deuxième outil qui est prêt à sortir, qui concerne donc le port de gants de soins pour le contact avec la muqueuse et les peaux lésées, puisque c'était un des éléments qui avait été identifié dans Garoghan, savoir qu'on avait effectivement des gens qui nous répondaient oui, je porte des gants, mais alors ça dépend de la muqueuse. Quand c'est la muqueuse génitale, oui. Quand c'est une autre muqueuse, non. Et puis pour la peau lésée, si c'est infecté, oui. Mais si ce n'est pas infecté, non. Donc on voit bien qu'il y a des problématiques de compréhension des risques liés à une muqueuse ou du risque lié à une peau lésée ou une rupture effectivement de l'intégrité de la peau. Donc on a voulu faire un outil spécifique qui montre qu'une peau lésée, c'est une peau lésée, quelle que soit la nature de la lésion. Et qu'une muqueuse, quel que soit l'emplacement de la muqueuse, ça reste effectivement une zone qui est très riche en micro-organismes, donc avec des possibilités de transmission. Donc ça, c'est le deuxième outil qui va être mis en ligne incessamment sous peu. Alors après, on a voulu faire un petit peu de fun.
Donc, on vous a demandé de participer à un concours de slogans. L'idée étant de faire ou tomber une idée reçue ou de faire la promotion du bonne pratique. Alors là, c'est pareil, on a eu énormément de succès. On a reçu 326 slogans pour 120 équipes et je tiens vraiment à remercier toutes ces équipes qui se sont, toute cette émulation en région pour pondre des slogans. C'est parti dans tous les sens. Et c'était extrêmement compliqué pour nous de voter. Vous vous doutez bien sur 326 slogans. Donc, il a fallu faire des tours de présélection pour enfin aboutir à une liste un peu plus restreinte et pouvoir voter plus facilement. Donc, ça y est, après un peu de difficulté, nous avons voté et nous décernerons donc un gant d'or, un gant d'argent et un gant de bronze pour les 3 premiers slogans retenus lors de nos journées régionales Saint-Quay-Portrieux au mois de mai l'année prochaine. Et on décernera également un prix de l'originalité, puisqu'on a reçu un slogan en chanson par une structure qui est vraiment très intéressant. Donc, on a souhaité quand même valoriser voilà, ce travail d'équipe intéressant. Donc, vous l'entendrez et on lui décernera également un prix. Alors, un troisième outil qui est en cours de finalisation, donc qui est cette fois une grille d'observation des pratiques de port de gants, qu'on a voulu la plus simple possible et puis surtout la plus interprétable facilement possible. Donc, vous avez un outil Excel associé à cette grille d'observation qui permet d'éditer finalement des résultats sous forme de poster avec les zones à améliorer et les points où effectivement c'est plutôt correct. Alors, la grille, elle est recto, elle n'est même pas recto-verso. Donc, elle va effectivement partir d'un raisonnement qui est, on commence par regarder si le soignant a des lésions cutanées sur les mains, parce que dans ce cas-là, effectivement, ça justifie le port de gants. Donc, le port de gants est attendu, précaution standard. Ensuite, on relève l'acte de soin qui est réalisé et les actes de soin sont répartis en fonction de ceux pour lesquels, effectivement, il y a un attendu de port de gants ou pas. Et ensuite, on va évaluer la conformité donc, du port de gants et de l'hygiène des mains, puisque les deux sont associés sur 12 critères. Donc, les prérequis, est-ce qu'il n'y a pas de bijoux sur les mains? La première hygiène des mains, quand est-ce qu'elle est faite? Le port de gants, fait ou pas fait, et la deuxième hygiène des mains après le retrait des gants. Alors, on est bien sur une évaluation extrêmement binaire, fait, pas fait, sans évaluation de la qualité. Donc, on n'a pas encore atteint le stade du bien fait, pas bien fait. C'est-à-dire que vous pouvez observer une friction pas bien faite, mais elle est faite. Donc, on sera sur la conformité. L'étape d'après, ce sera un autre outil. Donc, on est en train de peaufiner l'outil Excel qui va être associé à la grille. La grille est quasiment validée et on est en train d'écrire le guide de remplissage pour préciser certains aspects, notamment par exemple sur les soins en série. Qu'est-ce qu'on évalue? Le premier soin, tous les soins. On a un certain nombre de points qu'il faut qu'on précise pour que vous ne soyez pas perdus au moment du remplissage. Alors, retrouvez toutes les infos sur le site du CPIAS Bretagne. Donc, l'onglet ne s'appelle plus campagne, on vient de changer de nom, pardon, il s'appelle prévention et vous retrouvez toutes les campagnes, entre autres, finalement dedans, mais on a voulu changer l'intitulé pour qu'on puisse englober plus de choses à l'intérieur. Donc, vous retrouvez Cap Bresgant, vous retrouvez la fameuse campagne de promotion de la vaccination antigrippale. Elles sont dans cette nouvelle onglet qui s'appelle donc prévention et qui est de la même couleur et au même endroit. Il a juste changé de nom. Donc, vous retrouvez tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que vous attendez avec impatience. Voilà, l'équipe arrive tout de suite, la question arrive. Allez-vous informer les équipes retenues pour le concours de slogan en amont des journées de Saint-Quay-Portrieux? Oui, on va informer les équipes retenues qu'elles sont effectivement les grandes gagnantes du concours. On envisage même de mettre, je dirais, en forme graphique les slogans qui ont été retenus. Donc, il faut qu'on fasse cette mise en forme et on diffusera les slogans au sein des outils de la campagne et on informera les équipes, bien sûr, avant les journées de Saint-Quay-Portrieux. Saint-Quay-Portrieux, c'est la remise des prix officielle. Donc, vous êtes obligés de venir. Sinon, vous ne partirez pas avec vos prix et vos lots. C'est obligatoire. Y a-t-il d'autres questions? Non, s'il n'y a pas d'autres questions, je repasse la parole à Fabienne qui va fermer, je dirais, la réunion. Alors, c'est un document
qui a été élaboré. Alors, vous le voyez comment là? Oui, Bien haut? milieu en plus grand si tu peux, ouais, comme ça. Voilà, c'est bien, c'est mieux comme ça. Super. C'est bon? Ouais. Donc, c'est un document qui a été élaboré par Frédéric Bluteau, qui est infirmière hygiéniste mutualisée en EHPAD sur le secteur de Dinan et qui fait partie de l'EPIAS, l'équipe de prévention des infections associées aux soins du groupement hospitalier Rance Émeraude. Donc, elle avait préparé ce petit document pour vous présenter les rôles et missions des infirmiers hygiénistes qui interviennent dans les EHPAD bretonnes, mais malheureusement, elle ne peut pas être là aujourd'hui. Donc, on va reprendre la main pour présenter quand même son document parce que voilà, elle l'avait préparé, envoyé, c'était prévu. Par contre, on va compter sur on a vu qu'il y avait beaucoup d'infirmiers hygiénistes de connectés entre Ludovic, Mathieu, Aurélie, Christine, Mylène, Cécile et bien d'autres, Mélissa, Laetitia, on a essayé de noter un peu les noms. Donc du coup, n'hésitez pas, je présente vite fait le petit document de Frédéric, elle vous l'avait envoyé et partagé déjà. Et puis après, n'hésitez pas à reprendre, à rajouter si vous avez des éléments à compléter. Donc voilà, alors c'est un petit document dont elle se sert dans les EHPAD lorsqu'elle doit intervenir pour présenter justement son métier, ses missions, son rôle dans la structure, donc que ce soit aux directeurs ou aux encadrants, aux professionnels de la structure pour que chacun puisse savoir exactement ce qu'elle va pouvoir faire dans la structure. Ah, donc voilà, première petite diapo sur ses missions. Donc elle présente comme ça, hein, de développer, coordonner, organiser la politique de prévention du risque infectieux avec les directions et leurs équipes. Donc c'est vrai que on voit bien que l'idée, c'est quand même bien de présenter très rapidement que ce n'est pas un travail qu'on fait seul, mais que bien évidemment, il faut englober tous les professionnels de la structure. Donc le rôle qui est le conseil et l'assistance technique, l'expertise et la formation, qui sont vraiment les points importants, mais aussi de pouvoir permettre de faire l'auto-évaluation, donc le DAMRI, et un plan d'action qui va sortir de ce DAMRI. Donc ça, c'est pareil, hein, le DAMRI, maintenant, vous commencez à connaître ce nouvel outil les uns les autres, euh, qui permet bien évidemment de pouvoir travailler avec chaque professionnel, puisqu'il faut aller faire une auto-évaluation, enfin une évaluation dans les différents secteurs, donc pouvoir s'entourer de la lingère, des professionnels de terrain, de l'agent technique s'il y en a un, voilà, donc qui permet aussi cette rencontre avec tous les professionnels de la structure. Et bien évidemment, l'aide à la mise en place des premières mesures en cas d'épidémie, puisqu'on sait bien aussi que c'est vraiment sur ce volet-là également qu'il y a vraiment des atouts et un rôle très important des infirmiers hygiénistes qui interviennent. Donc après, elle a plus développé ce qui est du conseil et de l'assistance technique, donc à savoir les différents conseils sur les circuits, linge, déchets, sur le choix de matériel et de produits, les désinfectants, le chat. On sait bien hein, que dès qu'un infirmier hygiéniste intervient dans une structure, les premières économies se font sur le choix des produits et pouvoir faire un peu une analyse des différents produits qu'il y a pour en garder beaucoup moins et des plus pertinents. Donc, les premières économies se font là. Après, tout ce qui est autour des protocoles, la relecture, l'élaboration de protocoles, la surveillance des IAS, et sinon, tout ce qui est du rôle d'avis ou de conseil, donc d'un expert en hygiène, lors de situations particulières, donc avec l'accueil d'un animal, par exemple. On sait aussi qu'il y a il y a beaucoup de questions autour de l'hygiène alimentaire quand il y a des ateliers culinaux ou autour de l'eau, les fontaines, enfin voilà, tous les avis sur tous ces points-là.
Donc, comment est-ce que se passent les interventions? Donc, soit à distance en répondant par téléphone, par mail, ou sur site, où les infirmiers hygiénistes vont se déplacer. Il y a un accompagnement des professionnels, des audits, des évaluations qui sont faites sur le terrain. Donc, vous voyez, par exemple, la grille que vient de vous présenter Stéphanie, qui sera la grille sur l'audit du bon port de gants. Par exemple, c'est des choses qui vont pouvoir soit être faites directement par les infirmiers hygiénistes qui interviennent dans les structures, soit pouvoir aussi être faites par les professionnels eux-mêmes de la structure, une fois que l'infirmier hygiéniste a pu les briefer un peu avant sur l'utilisation de la grille. Des audits observationnels des différentes équipes, donc que ce soit au niveau de l'hébergement, au niveau des équipes de soins ou sur les horaires de nuit. Des temps de formation qui sont détaillés dans la diapo d'après, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de temps de formation, et l'animation de groupes de travail, voire la participation aussi à des groupes de travail. Donc les formations qui peuvent être sous 4 formes différentes. Donc les formations continues qui peuvent être mensuelles. Donc là où c'est des groupes mixtes où elle peut mélanger des professionnels de centres hospitaliers ou des EHPAD extérieurs. Des formations inter-EHPAD, donc là qui sont trimestrielles, et c'est toujours un établissement qui se propose d'accueillir. Ce qu'on appelle les temps de formation flash sur site selon les besoins. Donc là, en général, c'est sur des temps très courts, hein, de 10 minutes, un quart d'heure, pour pouvoir parler, présenter soit un protocole, soit s'il y a un besoin particulier, des questions particulières. Et sinon, l'animation de réunions avec les correspondants hygiène, donc là qui sont semestriels, et pareil avec un établissement qui va se proposer d'accueillir le groupe. Donc plus concrètement, une visite mensuelle au minimum par structure, donc pour observer, comprendre l'organisation, identifier le matériel utilisé, connaître les habitudes et les spécificités du service, animer les formations et les temps d'information, et plus de présence ou de présence physique ou téléphonique ou par mail lors des épidémies, optimiser ainsi la gestion du risque infectieux en faisant partie de l'équipe. C'est vraiment un point qui est important, et je pense que les collègues de Frédéric vont pouvoir témoigner aussi par rapport à ça. Donc voilà, la petite présentation. On trouvait important de refaire un point sur rôle et mission, parce qu'on sait bien que c'est une question qui n'est jamais évidente, c'est de savoir jusqu'où va le rôle de l'infirmier hygiéniste qui intervient dans les structures. Alors nous, à notre niveau par rapport à ça, on va mettre en place un groupe de travail au sein du groupe des infirmiers mutualisés pour travailler justement sur leur rôle et mission, les définir, voir exactement jusqu'où ça va. Et bien sûr, ce groupe de travail se fait en accord avec l'ARS, où l'ARS est d'accord pour que l'on puisse établir une fiche de poste qui va vraiment définir le rôle et les missions des infirmiers hygiénistes qui interviennent dans les EHPAD. Donc ça, c'est quelque chose que les infirmiers attendaient, hein. C'est Mathieu qui avait posé cette question-là, justement, hein, c'est un peu ça l'histoire, c'est de vous rendre compte quand vous êtes sur plusieurs structures au sein de vos GHT, qu'en fait, il n'est pas forcément demandé les mêmes choses aux infirmiers, et que c'était important de pouvoir délimiter concrètement le rôle des infirmiers mutualisés. Donc, c'est quelque chose qui va se faire, qui va commencer, puisqu'il y a une réunion du groupe des infirmiers mutualisés jeudi à Saint-Malo. Donc, ça va être le début de ce travail. Donc, si vous avez des questions ou si vous souhaitez intervenir, les infirmiers mutualisés, n'hésitez pas pour pouvoir parler un peu de votre rôle et de vos missions par rapport à ça. Oui, bonjour. Bonjour.
Mylène, je suis au CHBA de Vannes. Bonjour Mylène. Effectivement, voilà, les missions sont les mêmes que celles citées par Frédéric. Nous, par contre, sur l'organisation, c'est un petit peu différent parce que le territoire est plus vaste, ce qui fait qu'on n'intervient pas forcément mensuellement. C'est vraiment en fonction des besoins de chaque structure, de l'avancée de chaque structure. Donc voilà, ça va parfois être trimestriellement, parfois être mensuellement. C'est assez variable, mais on n'a pas de rythme établi pour l'instant. Ouais. Mm. Oui, c'est On vraiment essaie d'y aller régulièrement, mais voilà, on n'a pas de rythme imposé. imposé, voilà. Plus en fonction de la demande, des besoins Oui, c'est ça. Mm. et du niveau d'avancement aussi peut-être de chaque structure, parce qu'on sait bien que Oui, tout oui, le monde... oui, en fonction des alertes, en fonction du niveau d'avancement, voilà, et puis effectivement, s'ils ont des projets en cours ou si ils ne sont pas disponibles pour d'autres raisons, mais mm, c'est Ouais, assez variable d'une année à l'autre. Mais voilà, souvent entre tous les, parce qu'il y a quand même 36 ou 37 structures, voilà, du coup, ça va, ils varient tous, donc on arrive à avoir une organisation régulière quand même. ouais. Alors il y a Élodie Robin qui peut peut-être prendre la parole. Elle mettait dans le chat. Que 31 Peut- établissements pour 2 infirmiers. Peut-être qu'elle n'a pas de micro, Élodie. Donc c'est pour le territoire 8 ou... Non, c'est ça, elle n'a pas de micro. OK. Donc pour le territoire 8, où là, bah, c'est pareil, hein, ça ne peut pas être une présence à un rythme posé, puisqu'il y a quand même 31 établissements à couvrir pour 2 infirmières mutualisées. Donc c'est vrai qu'on voit bien qu'une moyenne de 15 à 16 établissements, ça devient compliqué de d'imposer un rythme. Et que c'est vrai que là, ça va être plus en fonction des demandes, des besoins. Est-ce qu'il y a d'autres infirmiers qui veulent témoigner ou des questions de structure, hein, peut-être? N'hésitez pas. Nous, notre fonctionnement, il est un petit peu différent. Après, on a peut-être un ratio EHPAD d'infirmières un petit peu moins important. Et on peut, du coup, nous intervenir une demi-journée tous les 15 jours par établissement. Ouais, Ça fait une journée par mois. ça fait une journée par mois, ouais, c'est ça. Ah mince, j'ai plus de son du tout. Si, si, on entend. On entend bien, Marilyn. C'est peut-être toi qui... Ouais, moi, je ne t'entendais plus. Ouais, c'est ça. C'est peut-être toi qui nous entends plus. Mais nous, on t'entendait bien. Oui, oui, donc ça fait à peu près une journée par mois par structure. Oui, mais du coup, nous, on choisit la demi-journée tous les 15 jours pour y aller plus souvent. On trouve que Ouais, c'est plus intéressant pour être vraiment connu des équipes. On n'est pas connu uniquement de l'encadrement, que ce soit encadrement et direction. On est vraiment connu des équipes à tous les niveaux, ouais, c'est ça. voire même des résidents dans certains EHPAD. Oui. Ceux qui sont à l'entrée. Bah, oui, puis c'est déjà arrivé qu'on fasse des petites choses aussi avec eux, donc voilà. Et donc, on espère pouvoir maintenir cette fréquence. On sait que c'est quelque chose qui plaît auprès Oui, des équipes. tout à fait. Tout à Et c'est fait. ce qui nous permet aussi, comme on y va, un coup le matin, un coup l'après-midi, vu que c'est des demi-journées, ça nous permet aussi de faire des choses différentes sur nos temps de présence. Oui, oui, c'est vrai que c'est. Mais on voit bien, hein, pour ça, c'est la chance quand même du modèle breton. C'est vrai qu'on le dit souvent, mais c'est que le modèle breton permet de favoriser quand même des temps de présence importants dans les structures. Chose que ne permettent pas d'autres modèles en France où les infirmiers ont 20 à 25 structures à gérer et où bah, là, effectivement, le temps de présence est beaucoup plus compliqué à assurer. Voilà. On espère pouvoir maintenir ça, en tout cas. Oui, oui, c'est vrai qu'après, l'idée, ce serait peut-être aussi à terme de pouvoir étendre sur les femmes, les maths, justement, et de pouvoir couvrir beaucoup plus de structures du secteur médico-social. Oui, oui, après, c'est vrai que nous, on aimerait garder ce ratio peut-être d'une infirmière pour
12 établissements, ça nous Ouais. paraît quelque chose, enfin, c'est assez correct en tout cas en termes de répartition. Oui, oui, oui. Ben, ça permet, comme on disait, ça permet un temps de présence et c'est important. D'autres questions? Alors, il y a une question peut-être sur le chat. Qu'en est-il des IDEH qui interviennent dans le secteur du handicap? Alors, on a quelques. On a une Apparemment, il y a question. une question sur qu'en est-il des IDEH qui interviennent dans le IDEH secteur du handicap. qui interviennent sur le secteur du handicap. Effectivement, on a quelques infirmiers mutualisés qui ont déjà Mais c'est à l'heure très à la actuelle. marge. Comment? C'est très à la marge. Alors. Voilà, qui ont déjà à l'heure actuelle quelques structures du handicap dans leur totalité de structures, mais ça reste assez à la marge pour le moment. Alors, l'ARS a bien connaissance de ça, c'est un souhait aussi de l'ARS à terme de pouvoir faire venir des infirmières hygiénistes dans les structures femmes et masses. Mais voilà, c'est pas encore établi comme tel. Ça devrait sans doute se faire, mais plus au fil du temps. Donc il y a quelqu'un, Oui. elle peut prendre la parole peut-être, une Madame dame Tullio, vous voulez prendre la parole? qui apparemment est Vous êtes en infirmière. poste en structure. C'est intéressant? Elle nous intéresse? Vous voulez aborder votre situation? Oui, donc je voulais intervenir parce que justement, moi, je suis en poste sur une association qui accueille du public des personnes en situation de handicap. Et visiblement, enfin, c'est même pas visiblement, mais c'est précurseur apparemment. D'accord, vous êtes infirmière hygiéniste? Alors, je suis pas encore infirmière hygiéniste, mais en devenir. D'accord. J'ai pas encore passé le DU. Et vous n'êtes que sur le secteur du handicap? Oui, sur une D'accord. structure associative. Ok. D'accord. Et il y a d'établissements? combien de structures du coup Il y a 300 personnes Ouais, et il y a 5, je dis pas de bêtises, ça fait 3. Il y a deux femmes, une masse, pardon, et ouais. un centre de réadaptation fonctionnelle D'accord. pédiatrique. IRM, pardon. Ok, donc oui, à peu près 5 structures, 300 places, quoi. C'est ça, C'est à peu près ça. c'est D'accord. ça. Et rattaché au service qualité. Ouais. Ah, mais c'est bien. Donc, je trouvais important de le signaler. Eh ben oui, mais c'est bien parce que ça montre que ça peut être un début de mise en place comme ça, de postes comme ça. Elle peut C'est participer ça. Donc, de à participer nos animations? Oui. aux réunions. Vous êtes C'est- intéressé c'est- pour participer à toutes nos animations qui sont tournées à l'heure actuelle vers les IDEH mutualisés en EHPAD, mais qui peuvent tout à fait vous concerner également? Mais c'est pour ça que justement, je me suis permise d'intervenir. Ah Eh bah, ben, c'est vous avez super. bien Alors, fait. on garde votre nom. On garde votre nom, on doit avoir votre adresse mail. Oui. Donc, Je vous remercie. on va pouvoir vous intégrer au groupe des infirmiers mutualisés puisqu'ils se réunissent 4 fois par an D'accord. et que sur le site internet du CEPIAS aussi, il y a une page spécifique où vous pouvez trouver des fiches techniques, enfin plein de petits outils qui peuvent vous aider dans le quotidien. Mais Lydie va se mettre en contact, avec vous. Je vous remercie. C'est nous. Avec plaisir. Merci beaucoup de votre intervention. Je laisse Stéphanie conclure. Merci. Il était sous. La conclusion va être rapide. On a abordé un certain nombre de sujets très variés aujourd'hui. On espère que voilà, vous avez trouvé des informations intéressantes. On voit bien qu'on a des grands challenges qui nous attendent dans les années à venir sur plein de sujets. On va essayer de vous accompagner. Transition écologique en santé en est un, mais il n'y a pas que celui-là. Vous savez où nous trouver. On est toujours disponible. Les adresses mail, le site internet. N'hésitez pas à consulter les nouveautés ou à nous solliciter en direct. On répondra bien évidemment à toutes vos questions. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, de bonnes fêtes, parce que je crois que je ne vous reverrai pas en visio avant l'année prochaine. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Bonne fin de journée à tous. Merci pour vos participations.